Bienvenue à tous dans Un César pour Meryl, le podcast ciné qui balaye une cinéphilie alternative année après année. Je m'appelle César, je suis avec Meryl. Salut Meryl. Salut César, salut Paul. Et on accueille Salut. justement Paul pour cette année 79. Salut Paul. Salut César, salut Meryl. Alors chaque podcast présente une année cinéma. On parle des films à voir, du film dont on estime que l'on a trop parlé. Tout est subjectif. Ce ne sont que nos avis. C'est parti pour 1979. Et on va démarrer donc avec les films à voir dans cette année 79. Alors juste avant de parler des films à voir, on va présenter un petit peu Paul rapidement. Paul, c'est un pote, c'est un mec qui aime le cinéma, mais c'est un mec qui aime le cinéma, on va dire, mainstream des années 2000-2020, on va dire ça comme ça. Et je trouvais ça cool d'avoir un mec comme toi, Paul, qui est un peu plus jeune que nous, qui a moins peut-être la culture ciné années 60-70. Donc voilà, Effectivement. je trouvais ça bien de t'avoir. Est-ce que tu t'es... Alors, tu vas pas nous dire tout de suite ton avis, mais est-ce que tu as pris plaisir à voir certains films de cette année 79? Tout à fait, ouais. Certains films m'ont bien plu, en tout cas au début de la liste, là, c'était pas mal. Et après, j'ai eu un petit passage à vide sur certains films français en particulier, mais c'était plutôt cool de découvrir effectivement une enfin, un cinéma que je ne connais pas. Et Bon, tu as effectivement bien résumé ma culture de base. qui va en gros de Marvel à DC Comics. Ouais, c'est un petit peu, tu grossis le trait, mais c'est globalement ça à la base, ouais. Alors justement, Pardon César, Paul pour dire, je partage avec vas-y, toi vas-y. cette petite baisse de régime sur certains films français. Ouais. Bon, on va en parler justement. On va démarrer justement avec un film américain, L'évadé d'Alcatraz, un film de Don Siegel avec Clint Eastwood dans le rôle de l'un des seuls hommes supposés s'être évadé d'Alcatraz, une histoire vraie. Alors pour une fois, le titre est limpide, hein, tout y est déjà résumé. L'évadé d'Alcatraz, même si c'est quasiment un spoiler dès le titre, c'est un film de prison solide, très classique, plutôt rythmé, jamais ennuyeux. Alors qui veut commencer? Meryl, on va démarrer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu l'avais déjà vu d'ailleurs? Ouais, je l'avais déjà vu oui, il y a longtemps, hein, mais oui, je l'avais déjà vu quand j'étais quand j'étais plus jeune, je pense. Un bon Eastwood qui commence à bien choper les mimiques de l'inspecteur Harry, moi j'ai trouvé. Bon, c'est pas, Ouais. il est déjà passé par là, mais voilà, ouais. Il s'installe dans son personnage. Il est bien secondé par Freddie Joe Ward dans le rôle Ouais, d'Inglin, qui est bon, hein, ouais. qui a une bonne tête que quand tu vois ce mec-là, tu dis oula, je l'ai déjà vu dans plein de films, lui, ce mec-là. Et puis le Mr. Pringles de Friends, hein, Larry Hankin, que je me Hmm. souvenais pas du tout avoir vu là-dedans. Après, avec le temps, je suis un peu plus réservé sur le potentiel de crédibilité du gars de la série du prisonnier en directeur de prison comme Alcatraz, quoi. Patrick McGowan, quand même, Ouais, qui jouait le prisonnier, et là qui joue le directeur de la ouais, prison, c'est quand même ouais. un petit clin d'œil. Ouais. Ouais. Je suis déjà moins sûr, mais bon. Bon, c'est pas grave, hein, ça n'entache pas le film de toute façon. Réal classique et efficace, hein, à Seagull, qui a eu la chance de tourner sur l'Alcatraz d'ailleurs. Exactement. Et du coup, il préfère s'attarder sur la prison elle-même que sur ses personnages. Du coup, ça parle pas mal de la vie carcérale, et sans vraiment parler des détenus eux-mêmes, ni de leur psychologie, ni de ce qu'ils viennent. On sait même pas pourquoi ils sont là, même pour certains. J'ai même d'ailleurs trouvé ça un petit peu long en explication sur la préparation du coup. Voilà, Alcatraz a un trou pourri dont on ne s'évade pas jusqu'à ce que quoi. Ça se tient et la seconde partie vient quand même un petit peu plus rythmée, inclut pas mal de scènes de tension du coup. Bon, il y a pas mal de similitudes avec d'autres films de prison forcément, hein. Enfin, quoi qu'avec les Qui ont été évadés, tournés après, du coup. oui, oui, bon, bien après, oui, oui, mais Ouais. oui, oui, oui. C'est vrai que voilà, oui, c'est ça, j'aurais peut-être dû formuler ça comme ça. Dans les films qui vont être tournés après sur la prison, tu retrouveras pas mal de similitudes qui viennent de là, et notamment avec les évadés, hein, parce que bon, le film de Darabont Mm. de Stephen King, alors le bouquin, oui, il est de 82, oui, donc bien après. Ouais, bah voilà, par exemple, tu sais, l'objet qui planque, qu'il utilise pour creuser, qui planque dans la Bible, le vieux Eh oui. détenu avec son oiseau. Eh ouais, ouais. Bon, de toute façon, c'est des lieux communs pour les films de prison, hein, on vient de le dire, qui vont suivre, hein, mais même la disposition du mobilier et l'aménagement de la pièce, tu sais, du bureau du directeur m'ont fait penser à Shawshank, moi, Ouais, ouais, ouais. vraiment à la disposition. Mais c'est Euh, toujours pareil, c'est les lieux communs, ils viennent toujours de quelque part et ça vient un peu forcément enfin, de l'évadé d'Alcatraz. ouais, pas le prisonnier, Mm. ouais, l'évadé, ouais. Et puis d'ailleurs, d'ailleurs, je me faisais la réflexion, comment en voyant Eastwood comme Lee Morris, il aurait dû penser, tu sais, à trouver ses poches pour jeter plus facilement la pierre discrètement en promenade, quoi.
Ouais. Voilà, ouais, Ouais. c'est un bon film, ça restera un des meilleurs films de prison, enfin d'évasion en tout cas, parce que c'est plus un film d'évasion, avec une super zig de Jerry Fielding, Fidel Eastwood, qui délaisse pour le coup un petit peu le jazz habituel, forcément, parce que là, sur un film de prison, il vaut mieux un autre score. Et puis qu'on avait déjà Est-ce que- entendu dans Les Chiens de Paille, hein, c'est ça, je me plante pas. est-ce qu'on en écouterait pas un petit extrait, Ouais, Meryl? un petit extrait. Alors, on va passer la parole à Paul, justement, sur l'évadé d'Alcatraz. Paul, qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis assez d'accord. Alors après, sur le rythme, moi, je me suis un peu ennuyé quand même. Enfin, j'ai trouvé, ou alors je trouvais le rythme calé sur la vie du détenu. Je sais pas, ça me marchait comme ça. Mais j'ai regardé Les Évadés il y a pas longtemps en plus. Et effectivement, voilà, c'était plutôt bien, enfin, plutôt solide effectivement comme film. Mais sans que ça me transporte. On est d'accord. On est d'accord. C'est pas un film transcendant, mais c'est une bonne série B, bien foutue. Bon, moi, je me suis pas ennuyé, contrairement à vous deux. Et à noter un tout petit truc que je voulais rajouter pour finir sur ce film. Meryl, tu l'as peut-être remarqué, un tout petit rôle, la présence de Danny Glover. Ah non, je l'ai pas Ah, je l'ai remarqué du tout, quoi. pas vu non plus. Ouais. Eh ben voilà, il a vraiment un tout petit rôle, mais on le voit, je sais pas, Il une apparaît minute. quoi? Je sais plus exactement, je l'ai noté en fait quand je l'ai regardé, je me suis dit, tiens, il y a Danny Glover qui est là, c'était bien lui, j'ai été vérifié, donc voilà, Murtoff, avant En, d'être flic, il était prisonnier, Ouais. quoi. Voilà, ouais, ah oui, en détenu, ouais, d'accord. exactement. On va parler d'un deuxième film, Fantasme, un film de Don Coscarelli. Alors c'est le début d'une franchise qui comptera 4 épisodes, un film très étrange, à mi-chemin entre le plaisir coupable et le nanar absolu. Alors comment résumer ce film? Est-ce que l'un de vous deux veut se lancer? Parce que moi je trouve ça irrésumable comme film Fantasme. Ouais, ben moi, tu sais, j'avais juste noté un ado découvre des phénomènes étrangers dans le cimetière près d'où il habite chez les pompes un magasin de pompes funèbres qui est à côté de chez lui. Ouais, Ouais, c'est plutôt. ça n'a ni queue ni tête, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Le meilleur moyen de résumer ça, enfin pour moi en tout cas. Alors en préambule, moi j'avais. En fait, c'est un film que j'ai vu très jeune, j'ai dû le voir vers 8 9 ans, ça m'avait marqué parce que j'avais eu un peu peur du croque-mort qui me faisait flipper et tout ça. Et j'ai acheté le Blu-ray de ce film parce que j'en étais resté sur un excellent souvenir. Et puis là, je l'ai revu et je me suis dit, bon, c'est quand même blindé de défauts. Ça fait plus série Z que série B à pas mal de moments, même s'il y a des trucs marrants quand même, comme les espèces de sphères tueuses, les petits Ewoks Ouais, maléfiques. ouais. Voilà. Mais en fait, Il y a des bonnes idées, ça fait un peu film fauché, et il y a des bonnes idées quand même de trucage et de maquillage, je trouve. Hein. Ah ouais, non, mais c'est très fauché, hein, tu as raison de le dire. C'était un mec dont Don Coscarelli qui a consacré quasiment toute sa vie à cette saga-là, Fantasme. Il a fait quelques films à côté, mais ouais, c'est vraiment son bébé. Donc 4 épisodes, quand on voit le premier, on se dit, vache, comment il a réussi à en vendre 4. Et voilà, donc c'est un film qui est complètement culte. C'est vraiment devenu un film culte. Ah, Et pourtant, quand on le revoit, Paul, on se dit, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, on est d'accord. ah oui, c'était dur à finir, ouais. Ouais, Non, ça va, il est court, mais bah, c'est assez curieux après comme film, c'est assez rigolo à regarder, mais effectivement, ça faisait fauché. Alors, ouais. du coup, ça apporte un peu de charme au film, mais ouais. Moi, c'est vraiment le design du grand méchant qui était assez séduisant, quoi. Ouais, Il est ouais. excellent, Qui ouais. m'a accroché, quoi. Angus, de son prénom, ouais. Meryl, toi, est-ce que tu avais déjà vu Fantasme? Non, non, je l'avais jamais vu. Mais alors, par contre, tu fais bien de dire ça parce que j'ai quand même été. Ouais, t'es quand même un peu étonné. Il y a des tas de choses qui fonctionnent vachement bien pour l'époque, hein, notamment là, les trucs qui volent, là, les trucs coupants qui volent. Franchement, ça m'a rappelé plein de films un peu fauchés, genre Planète Hurlante ou des trucs comme ça, tu sais, où tu vois bien que ben, voilà, il n'y a pas le budget, mais par contre, ils essayent des trucs et il y a quand même pas mal de choses qui réussissent. Après, c'est quand il y a le ça tombe un peu dans le gore ou là voilà je trouve que c'est là que tu as un peu l'impression d'être un peu dans un nanar ou un Ouais, Corman, je sais pas, hein, mais bon, moi j'ai ouais. trouvé que ça restait un bon divertissement quand même et Ouais, alors moi je me suis farci les 4 du coup ah la vache. pour le podcast et on ne parlera pas des 3 autres, ça je vous le dis directement. Voilà, le un c'est le mieux, donc ça c'est dire. Voilà, le reste c'est quand même vraiment pas terrible, mais il a essayé de créer une espèce de mythologie. Evil Dead qui a fait un peu ça aussi en essayant de chaque épisode de changer un peu la tonalité. Bon, voilà, c'est assez bizarre. Et en plus, il y a un côté un peu comédie dans Fantasme qui est très bizarre par rapport au reste du film et Mm. qui détonne et ça marche pas trop le mélange des genres. Il y a une très très bonne Ouais, musique ouais, et bah vraiment d'ailleurs, exactement. ouais, Fred Milrow and Malcolm Seagrave. Eh ben voilà, on Et- écoute ah la ouais. BO de Fantasme.
On change de continent, on vient au cinéma français avec Série Noire, un film d'Alain Corneau avec Patrick Devers, Marie Trintignant, Bernard Blier, Myriam Boyer. Alors moi, c'est un film que je croyais beaucoup aimer, qui a été une souffrance à revoir, parce que, alors une souffrance dans le sens, j'ai souffert en fait de voir Patrick Devers, qui était quand même dans un état à l'époque pas très positif. Il était très mal dans sa peau, il était sous l'effet sous l'emprise de la cam. Bref, il était vraiment mal. Et en fait, de voir ce mec si mal dans la vie et le voir si mal dans ce film, si proche en fait de la loose dans laquelle il était, ça m'a beaucoup affecté. Donc j'ai vraiment eu aucun plaisir à le revoir. Alors dites-moi un peu ce que vous en avez pensé vous. Si tu Moi, veux. je me lance. Je connaissais pas Patrick Dewey en fait avant de me lancer dans l'édition d'aujourd'hui. D'ailleurs, tu l'appelles Patrick Devers. Ouais, Tu j'allais peux te dire dire, Patrick Devers. tu vas te faire C'est incendier Devers. direct. Hein. Oui, c'est Ouais. Ah clair. merde. On ne laissera pas passer ça, Paul. Ok, donc Patrick Devers. Donc je connaissais pas en fait. Et j'ai vraiment pas beaucoup de culture sur le cinéma français, surtout les années 70-80. En regardant Série Noire, je suis allé voir sa biographie, donc j'ai découvert son histoire qui est terrible. Ouais. Mais du coup, c'est hyper marquant. Enfin, son jeu est hyper marquant. Ah bah, il est très bon. C'est un mec qui a quand même. Enfin, je pense que on va dire les trois générations d'acteurs qui ont suivi se revendiquent tous de Patrick Devers. C'est quelqu'un qui a laissé vraiment une empreinte forte dans le cinéma français. Meryl, peut-être un petit mot sur l'histoire. On n'a même pas pitché le film. Lui, il s'appelle Franck Poupard. Alors, son surnom, c'est Poupée. Et donc, il joue une espèce de vendeur minable, une espèce de camelot qui vient vendre des couvertures, des manteaux voilà, chez les gens au porte-à-porte. C'est un vrai minable. Il vit dans une maison dégueulasse. Et en gros, il a des problèmes de thunes, donc il est toujours en train de piquer un peu de la thune dans la caisse, donc il se fait virer par son patron qui est joué par Blier. Et en même temps, il rencontre une nana qui est Marie Trintignant, qui doit avoir, qui est mineure, hein, qui doit avoir 15 ou 16 ans. Il y a une de ses clientes qui est la tante de Marie Trintignant, qui veut lui vendre comme un objet. Enfin bref, c'est assez atroce. C'est une descente aux enfers d'un pauvre type qui va voilà, aller dans la spirale de la loose. Bon, voilà, ça met très mal à l'aise. Meryl, je te laisse parler un peu. Ouais, c'est un peu ce que tu dis sur certains films. C'est le film de la course au César pour Devers, enfin, ou de la Ouais. course à Cannes plutôt. Je crois que c'était plus pour Cannes il était prêt. D'ailleurs, il a rien chopé pour ça, hein, je crois. Non, 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 Euh, non. avec du très beau monde autour. Hein, Blier qui est excellent. Excellent. Ouais, la Myriam Boyer aussi, qui est vraiment, qui est dans plein de films et qui est vraiment très très bonne aussi là-dedans. Très très bonne actrice. Et Qui est la donc, mère de Clovis Cornillac. tout à fait. Voilà. Qui Et joue la femme de Franck? De Devers, de ouais, ouais, Devers, ouais, ouais. tout à fait. Ouais. Euh, et puis oui, comme tu le disais, le premier vrai rôle de Marie Trintignant, qui interprète ici, bon, elle interprète Marie Trintignant du coup, mais elle est géniale, Oui. hein, mais voilà, elle fait, voilà. Je me souviens pas d'avant, tu sais, de Pacon. Alors j'ai vu qu'avant il avait tourné Pacon l'infaillible et puis Un mauvais fils, mais Ouais. c'est clair que là, bon, moi on va y venir après, mais bon, pour moi le summum du Devers c'est Coup de tête, mais on est quand même dans du très bon Devers. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi pour dire que c'est même ce qui rend le film meilleur, moi je trouve. C'est que oui, voilà, tu vois dans les yeux de Devers le même désespoir qui peut y avoir dans un tel personnage. Tu vois bien qu'il est au bout Mm. du bout, qu'il est au de sa dépendance. Enfin, Ouais. ça c'est clair et net. Après, voilà, Devers lui disait qu'il s'est vu dans le script et il tenait vraiment à le tourner. Hein, euh, je crois que c'est pour ça qu'en fait il transcende un peu le truc, hein, c'est parce que voilà, je pense que voilà, il savait comment jouer le personnage et c'est pour ça qu'il est vraiment incroyable dans le rôle. Hein. Alors je cherchais à voir si ça avait été improvisé, donc j'en suis pas sûr, mais tu sais la tête où il se tape, la scène où il se tape la tête sur le capot de la bagnole, Ouais. voilà, ça c'est vraiment des détails qui te montrent que bah, tu te dis bon ben voilà, et c'est peut-être certainement de l'impro, mais voilà, tu sens le Devers désespéré totalement, quoi. On peut pas lui reprocher de pas s'être investi, ça c'est clair en tout cas. Après c'est un film un peu spécial parce qu'il y a pratiquement pas de musique à part la radio des bagnoles. On n'entend que des vieux tubes de l'époque, ouais, des tubes de variété. Ouais, c'est ça. Il y a pas, Mm. il y a rien qui a été redoublé en studio et apparemment il y a pratiquement pas d'impro. Alors toi, je disais la tête sur la bagnole, mais sinon il y a j'ai lu moi beaucoup de spontanéité, mais pratiquement pas d'impro. Et puis heureusement qu'il y a ces acteurs-là parce que l'histoire c'est un banal fait divers régional, mais Ouais. c'est tous ces acteurs-là qui transcendent l'histoire au-delà du film, enfin dans le film quoi. C'est voilà, un Devers sensible, à fleur de peau, imprévisible. Moi, j'ai vraiment apprécié ce film-là. Hein. Il y a juste la fin qui est un peu tiré par les cheveux. J'ai trouvé ça tiré par les cheveux. Ce que Blier qui se barre aussi facilement en ironisant. C'est dommage parce que ça termine pas bien. Ça termine pas bien le film parce que l'autre il vient quand même de buter 3 personnes dont sa femme. Il le laisse partir comme ça. J'en avais un super bon souvenir. J'ai passé un bon moment et ça participe à mon admiration de Devers. Mais bon,
c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Ouais, alors moi, tu vois, justement, quand tu dis bon moment, moi, c'est vraiment l'inverse. J'ai passé un mauvais moment, même si je reconnais plein de qualités au film, mais c'est Alain Corneau, un réalisateur, hein, on en Ouais. dit un petit mot quand même. Moi, c'est la même chose que pour Melville, Alain Corneau. C'est vraiment des mecs que j'apprécie pas, quoi, ou je n'apprécie pas le travail, en tout cas, et je trouve ça toujours beaucoup trop long. Là, ça dure 1h55, je trouve ça tellement long pour raconter ce que ça raconte. En plus, voilà, le décor, on va d'un terrain vague en bar miteux, bref, c'est l'enfer. Et en fait, moi, quand je sors de ce film-là, j'ai envie de respirer et voilà, de parler à des gens à la campagne avec des chants de goyave, tu vois, j'en peux plus, en fait. Il y en a plusieurs des films comme ça là, dans la liste hein, Ouais, qui sont Tu m'étonnes. déprimants, hein, ils sont lourds. c'est assez affreux, ouais. Voilà, donc Série Noire, bon, on ne peut que le conseiller parce que c'est un grand Patrick Devers comme d'habitude, mais c'est vrai il est tellement proche de ce qu'il était dans la vie à ce moment-là que ça en devient compliqué. On va rester justement, comme tu le disais, Paul, dans le glauque avec du cinéma français, La Dérobade de Daniel Duval, porté par Miu Miu dans le rôle principal. Alors c'est une histoire toute simple, hein, une jeune femme qui tombe amoureuse de son futur Mac. Voilà, on suit la dérive donc de Marie qui va devoir entretenir Gérard en multipliant les passes, tiré d'un bouquin autobiographique, hein. Donc, je vous laisse imaginer la vie de la personne qui s'appelle Jeanne Cordelier, voilà, qui avait écrit sa propre vie. Le livre s'était vendu à 1 million d'exemplaires et le film a été un gros succès avec à la clé un César de la meilleure actrice pour Miu Miu. Je voulais démarrer avec elle, faut dire, elle est extraordinaire. Franchement, Paul, on en parle avec toi en premier. C'est un film noir et sans espoir, mais elle est quand même incroyable. Ah oui, elle est super bien et effectivement, on y croit à son personnage sans problème. Après, moi, j'ai eu du mal à m'attacher quand même à son personnage, enfin, à avoir sentir vraiment beaucoup d'empathie pour elle. C'était compliqué, je trouvais. Elle se laisse embarquer dans une spirale infernale, là, c'est vraiment, voilà, Très, j'avais très un peu, facilement. Ah oui, on dirait que c'est une pauvre petite chose et qui tombe dans le piège et après qui est obligé de subir, quoi. enfin, à la fin, qui est forte pourtant. Et Ah ouais, sa ouais. dernière phrase, c'est un Mac, j'ai jamais eu de Mac. Et du coup, j'ai eu du mal à comprendre si le personnage était fort ou au contraire un peu naïf au début. Enfin, Ouais. j'ai du mal à comprendre. Enfin, ça empêche, enfin, ça enlève rien à la prestation de Miu Miu, hein, Mm. mais c'était hyper intéressant parce que effectivement, c'est une plongée dans le monde de la prostitution et c'est assez, je pense que c'est assez exact et très glauque. Mm. Mais ça permet de voir, je pense que c'est assez cru, quoi. Après, je trouvais que ça manquait un peu de panache, de mise en scène. Enfin, je sais pas, je trouvais l'image un peu crade. Ah oui, c'est C'était pas crade, ouais. très, ouais. Ah ouais, on est Mais d'accord. même sur la mise au point, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'était mal réglé, quoi. Meryl, un petit mot sur ce film. Moi, j'ai noté, tu vois, dans ce film, on a l'impression que toutes les femmes sont condamnées à souffrir pour les hommes et tous les hommes sont des enfoirés. Voilà, la vision de la vie de ce film. Je suis aussi d'accord avec Paul. Tu es surpris par le film parce que quand ça commence comme ça commence tout doucement. Ça limite l'histoire d'amour qui commence à se créer entre Duval et Miu Miu, elle est positive. Parce que bon, elle fuit quand même un père qui a les mêmes baladeuses et certainement peut-être même plus, hein, mais Ah, un et, enfoiré, ouais. ouais, ouais. Mm. Et puis en plus, elle est plutôt consciente et presque même limite ambitieuse quand ça démarre. Tu vois, la scène où elle fait sa crâneuse pendant la séance photo chez les flics, etc. Tu vois, c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé moi, le film, moi, parce qu'il y a un moment où ça bascule. Et quand ça Ouais. bascule, là, c'est vrai que vous avez bien fait de le dire, Miu Miu, elle éclate sur la pellicule. Quoi. Très très bonne prestation de Neil, je sais jamais dire son nom à lui, je vais le tuer, mais bon, Neil Appelstrup. Nils Aristote. Arestrup. Attends, alors peut-être tu vas dire le mot quand je vais le. Très très bonne prestation de. Nils Arestrup. Merci, Arel Strup. D'accord. Ouais. Arestrup. Alors, Mais il joue qui? moi j'ai appelé Appelstrup, moi. Il, il joue le client qui leur défonce tout et qui leur pète la gueule. Ouais, il a d'ailleurs claqué 2 côtes à Miu Miu sur le tournage, hein, Eh quand ouais. même. Et puis Ah Mais c'est ouais? un vrai con, hein, Nils Arestrup dans la vie. Il a mis des claques à toutes les actrices, hein. Ah ouais, après c'est pas Bernard Fresson, on est d'accord. Non, mais il a quand même, justement, Myriam Boyer, on en parlait juste avant pour Série Noire, il a joué, je crois, au théâtre avec elle, et il l'a giflé plusieurs fois, quitte à lui laisser des bleus. Enfin, tu vois, le mec est quand même pas un mec très recommandable. Ah, il est à fond dans ses rôles, il est à fond dans ses rôles, Ouais, c'est ouais, tout. c'est ça, ouais, c'est C'est un ça, c'est ça. artiste. Donc en fait, Ouais. je termine, je disais que ouais, le film est limite positif et tu t'attends à avoir un film plutôt sympa à regarder jusqu'à ce que lui arrive et donc foutre le bordel et dire, bah, là, Ouais. ça se transforme carrément en lutte pour survivre, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Après, c'est Mm. l'enfer avec le gars là qui l'a séduit et où on croit qu'elle va tomber amoureuse, ça va enfin un petit peu de positif dans le film et puis là, il est à moitié cinglé. Enfin, Ah ouais, Ouais. c'est une descente aux enfers ce machin. C'est Ouais, et sa réaction, elle, est vraiment excellente, hein. Tu vois bien qu'elle tombe des nues, qu'elle s'attendait pas du tout à ça. Donc c'est clair que de toute façon, il y a une dureté, il y a un réalisme dans ce Mm. film. Tu la prends en pleine tronche quand tu regardes le film. Quoi. Mais de toute façon, moi, c'est ce que je te dis, hein, de plus je vois Miu Miu dans des films, et je t'entendais parler tout à l'heure dans notre dernier podcast qui vient de sortir de 1969, disponible sur YouTube, bien sûr, que tu disais que tu avais un petit peu de mal avec Deneuve. Bah, tu vois, moi, Miu Miu, s'il doit y avoir une actrice française pour le moment qui surplombe toutes les autres, c'est elle. Parce que à chaque fois que je la vois, quel que soit n'importe quel rôle, que ce soit
comédie dramatique, elle est vraiment parfaite. Moi, je mettrais quand même Girardot au-dessus, tu vois, mais bon, Ouais. après, c'est des goûts. On en reparlera peut-être un jour, mais j'ai vu moins de Girardot que Miu Miu. Puis bon, on en a déjà parlé, tu sais. Girardot dans les comédies, j'ai un peu de mal quand même, tu vois, La Zizanie, Ouais, etc. Enfin bon, bref. ouais. Voilà, je Un termine petit mot sur Daniel Duval qui est c'est ce que j'allais dire. immonde, hein. Alors, je termine en vitesse sur Duval, que moi je connaissais, mais pas du tout pour La Dérobade, mais qu'on a déjà vu dans d'autres films, hein. Les films d'Olivier Marchal, les polars, tout ça, Oui, ouais. voilà. Oui, ouais. D'ailleurs, plus il vieillit et plus il a la gueule qu'il faut, lui, de toute façon. Bah, il est décédé il y a quelques années, hein. Ah merde, que ça sera Ouais. coupé au montage. Il a moins la gueule qu'il faut. Ouais. Tu m'étonnes. Elle se fait 3 podcasts, je vais me faire jeter d'internet, moi. Déjà, il crève l'écran aussi. C'est le couple, hein, qui crève l'écran dans le film. Et puis, de toute façon, sa réal, lui, dans les rues sombres, dans les hôtels miteux des pires quartiers de Paris. Le film est Miu Miu, parce que finalement, ce film-là, c'est quand même. C'est un film pour Miu Miu, hein, c'est clair. C'était son film pour la course César, et en plus, elle l'a eu, quoi. Ce qui est un peu étonnant aussi, c'est que c'est quand même une femme qui respire la douceur, sa Miu Miu, quand elle parle, sa gestuelle, etc. Et elle, à chaque fois, faut bien reconnaître, quel que soit le film dans lequel elle est, même dans Les Valseuses, elle en prend plein la tronche. Donc là, c'est le summum, hein, elle en prend vraiment plein la tronche. Je vais finir juste sur ce film en disant qu'il y a une scène, vous n'en avez pas encore parlé, une scène que j'ai trouvée incroyable, c'est celle où elle se fait agresser par une espèce de bande de mecs. Enfin, ils se font agresser avec sa copine. Ils retrouvent la bande. Ils demandent aux mecs de se sucer entre eux. Ça, c'est incroyable, quoi. Ouais, putain, tu m'étonnes, toi. Ouais, parce que c'est des frères, non? Ils se sucent entre frères, je crois que c'est ça le truc. Ouais, et c'est ça, ils sont frères, ouais. Ouais, plus personne n'oserait faire ça dans un film aujourd'hui. La Dérobade, ça reste un très bon film qu'on vous conseille. Bon, c'est pas à mettre devant tous les yeux, hein. Franchement, on ressort pas de là en ayant envie de faire la fête, mais bon, c'est glauque, c'est noir, mais c'est plutôt réussi. Et donc, on revient à du cinéma hors France. Cette fois-ci, on va en Australie avec Mad Max, le numéro 1, George Miller avec un tout jeune Mel Gibson dans le rôle titre. Comment résumer ce film? Est-ce que Paul, tu veux le résumer? Bon, ça se tient en 3 lignes, hein, le premier Mad Max. Max Rokitansky, dont qui a donc une femme et un enfant, je crois. Je l'ai pas revu pour l'émission, ça fait quelques années maintenant. Mais Ouais. qui, en gros, sa femme se fait tuer par un espèce de gang de motards, enfin un gang de bandits des routes. Alors, en voyant le film pour le podcast, on voit vraiment que le budget était modeste, hein. À l'époque, c'était un tout petit film. Mais George Miller, bon, voilà, qui est quand même un mec de grand talent, fait passer ça pour. Tu vois, on parlait de fantasme tout à l'heure. Bon, le mec fait ce qu'il peut avec son petit budget. Lui, avec un tout petit budget, il te fait un film quand même qui a de la gueule, quoi. Meryl, qu'est-ce que tu peux en dire? Tu sais quoi? C'est même pire qu'un film qui a de la gueule, parce que moi, la claque sur Mad Max, c'est le 4. Tu vois, le 4, c'est une des rares franchises où le mec se pointe, il a plus de 60 balais, il te refait un truc, il fait tomber tous les codes de ce qu'il a fait avant, et il te fait le chef-d'œuvre, quoi. Enfin, en le revoyant, je me disais, putain, le boulot, il est tellement bien fait, en fait, c'est que à chaque visionnage, que je le mate quand même de temps en temps, dans ma tête, avant de le regarder, les scènes trash, les vraies scènes trash dans le film, tu sais, la scène de viol, la main qui prend à la bagnole, son pote qui crame, elles sont 10 fois pires en intensité que dans le film, en fait. Tu vois. Ouais. Donc rien que ça, déjà, pour moi, c'est une preuve que le boulot est bien fait, quoi. Bon, c'est d'abord une histoire d'ambiance aussi, hein, parce que tu sais, dans une espèce de monde apocalyptique, enfin, c'est un peu du western avec des motos et des canons sciés, finalement, ce truc-là, hein. C'est désertique à souhait. Bon, par rapport à ceux qui suivront, il y a encore des villes, il y a encore des voitures normales et encore un semblant de monde qui tient à peu près la route. C'est accentué dans la suite, cet effet post-apo où moi, c'est le souvenir vraiment que j'ai. Il y a vraiment plus de civilisation après, quoi, dans le 2, je trouve. Oui, c'est ça. Puis, Pour moi, le 2, c'est le meilleur des 4. C'est celui que j'ai préféré aussi, ouais. C'est pas. En fait, le 2, l'avantage, c'est que finalement, dans le 1, il explique rien du tout. Ça tourne vraiment seulement autour de Max. Alors que là, dans le 2, c'est des. Voilà, il y a des. En fait, le 2, en le revoyant, parce que je l'ai déjà maté pour le prochain podcast, en fait, le 2, c'est celui qui a où tu retrouves le plus d'éléments dans le 4. Que ce soit les gangs de rivaux qui combattent pour le pétrole, l'essence, les matières premières, les mecs qui surgissent pendant les attaques sur des grandes barres, enfin tout ça, toutes ces idées-là, c'est des idées qu'il a déjà fait dans le 2, avec beaucoup moins de réussite, parce que bon, le 4, faut bien reconnaître que c'est une claque visuelle, le 4, hein, de toute façon. Je vais revenir au 1 juste, Meryl, pour te dire que il y a quand même, faut pas le mettre de côté. Il y a beaucoup d'acteurs qui jouent faux, hein, dans le 1. Franchement, ça joue un peu à l'arrache. Il y a des décors qui sonnent très cheap, mais par contre, moi, c'est les scènes de poursuite en bagnole, je les trouve toujours aussi impressionnantes. Il y a de grosses longueurs, on va pas se mentir. Il y a vraiment des scènes qui sont étirées pour pas grand-chose. Et ce qui est dingue, c'est que George Miller, donc, il fait ça en 79, et là, il est en train de tourner le prochain. Donc, ça fait, voilà, il est en train de tourner Furiosa, qui est un spin-off du personnage de Charlize Theron dans le 4. Donc, en fait, le mec, ça l'a occupé
voilà, plus de 40 ans. Un petit mot sur Mel Gibson, que moi j'adore, qui est un acteur que j'adore, mais je trouve que dans le 1, il ressemble à un petit garçon, quoi. Il fait pas encore très charismatique, il fait un peu mal dégrossi. Le charisme, il arrivera plus tard, quoi. Et puis, il y a aussi l'acteur Hugh Keys Byrne, alors Ouais, son nom, il n'est pas évident à dire, très très bon. Il joue le méchant et il reviendra dans le 4e tout volet. à Il nous fait. a quittés il y a quelques mois, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, il y a, alors je t'interromps, mais il y a cette petite anecdote que tu connais qu'en fait Gibson n'était pas du tout prévu pour le héros du film et même pas pour le film Ouais. d'ailleurs, parce que il a déboulé avec un de ses potes qui lui venait pour être figurant, la gueule complètement éclatée parce qu'il sortait d'une baston dans un bar la veille ou un truc comme ça. Et ouais, il l'a pas pris, Miller l'a pas pris tout de suite, mais quand il l'a revu, il lui a dit putain c'est lui qu'il nous faut dans le rôle titre quoi. Ouais, je préférais vraiment la suite en comparaison. Le 2, je suis obligé de le comparer au 2, mais le côté post-apo est vraiment plus accentué sur le 2. Il y a plus de contexte. Et même la folie de Max, je trouve que Mel Gibson est assez sage. Je trouve que Ouais. ça se ressent un peu dans son personnage aussi, qui devient plus Mad Max à partir du 2, quoi. Tu peux même dire ouais, carrément petit budget parce que et puis mauvais jeu. Alors il y a carrément des acteurs qui sont issus de gangs locaux hein, de moto. Hein. Tu parlais de Hugh Keys Byrne ou Byrne, ouais Ouais. c'est Byrne ouais. Moi je trouve que ouais, il crève l'écran là-dedans et je suis bien content d'ailleurs qu'il revienne dans le 4. Hein. Oui, il est encore meilleur et encore plus charismatique dans le 4. Hein. Mais là, moi, je trouve que c'est le plus crédible de tous les méchants. Hein. Mais, moi, gamin, il me foutait la trouille. Parce que moi, j'ai vu ça très très jeune, hein, planqué derrière le canapé sur les premiers lecteurs de cassettes VHS qui existaient. En train de manger des chamonix. Cassette VHS qui avait la taille d'un poster en A3. Et, voilà. En fait, Miller fait sa franchise avec ce film. Miller installe sa franchise incontournable comme Lucas à la sienne, avec bien plus de succès et bien plus de sérieux, et etc., etc. Mais bon, c'est bien que je suis pas non plus fan de Star Wars de toute façon. Pareillement. Ouais, voilà. Pour finir, il y a une super bonne zik de Brian May, mais qui n'est pas celui de Queen, qui fera aussi la zik du 2. Et tu finis le film en te disant putain de George Miller. En fait, Il est très très fort. ouais. Et puis non seulement il est très très fort, et en plus, tu sais, il faut quand même ça. Enfin, c'est quand même en Australie, qui est pas spécialement un pays de cinéma en plus. Lui, il met la barre à un niveau limite pas atteint à cette époque-là ailleurs dans le monde, dans ce genre de film, hein, je veux dire. Bah, il a lancé le courant de la Oz Exploitation, qui était le cinéma d'exploitation australien avec des petits budgets, des films un peu tarés. Et voilà, bon, ça existait déjà avant. Il y a eu Wake in Fright, dont on avait parlé. Mais voilà, mais là, Mad Max, ça a fait le tour du monde. Ça a été un énorme succès. D'ailleurs, ça a été montré, je crois, à l'époque en France au festival d'Avoriaz, qui était le festival fantastique et horreur. Ouais. Et ça avait fait un carton plein. Et du coup, ouais, il y a eu des grosses interdictions. Mais c'est un film je me suis dit, qui donne envie de faire du cinéma, quoi. C'est un peu comme Massacre à la tronçonneuse. C'est des films comme ça où le mec avait $100 et puis il a touché le monde entier avec peu de thunes, beaucoup de talent. Donc voilà, Ouais. très très fort. Même si ça reste pour moi le moins bon. Non, peut-être il y a le 3 quand même qui est à part, mais en tout cas, il est bien moins bien que le 2 ou le 4. On revient en France avec Les Chiens, un film d'Alain Gessua. Victor Lanoux, Gérard Depardieu, 3e film de Gessua traité dans ce podcast. Meryl, est-ce que tu veux pitcher ce film? Donc c'est l'histoire de Victor Lanoux qui joue le rôle du docteur Henri Ferret qui s'installe en région parisienne et qui constate une fois installé qu'il y a un nombre élevé de victimes de morsures de chiens. Et pour cause que face à l'insécurité, beaucoup de gens ont fait l'acquisition de chiens pour se défendre et des chiens qui sont dressés par Morel, joué par Gérard Depardieu. Donc un discours politique sur le sécuritarisme et la peur de l'autre. Hein, c'était un peu les deux thèmes du film. Moi, j'ai bien aimé, il y a une espèce de côté surnaturel avec cette présence des chiens tout le temps et le fait que les gens soient à moitié fanatiques des chiens. Mm. Il y a un espèce de petit côté surnaturel qui était assez sympa, enfin un peu intriguant. Et voilà, la charge est assez claire, effectivement, ou plutôt intéressant. Et voir Depardieu qui joue un mec inquiétant comme ça, un espèce de méchant, c'était assez. Ça marche bien. Il est incroyable. Enfin, moi, je trouve que Depardieu, il emporte le film. Enfin, il est incroyable. Il est presque trouble sexuellement. Enfin, il y a un truc bizarre. Il Ouais, a bah oui, oui. Ouais. sa petite moustache, sa voix douce et tout. Il est très, très bizarre. Et c'est vrai que Victor Lanoux, on va dire, joue le seul mec sensé quasiment de l'histoire. Depardieu face à lui, bon voilà, il a un rôle incroyable. Il a un grand, grand rôle. Meryl, un petit mot sur ce film. Tu vois, moi j'en avais un bien meilleur souvenir, parce que j'ai vu ça étant jeune, j'en avais un bien meilleur souvenir. Parce qu'en fait, quand tu lis le pitch, t'as envie d'y goûter. Hein, ça a l'air plutôt ambitieux. Après l'avoir vu, je me suis dit que j'ai su à force trop le trait en fait finalement. Comme d'habitude. Hein. Ouais, comme d'habitude, mais là, ça transpire sur les acteurs. Vous parliez de Depardieu qui est bon, hein, mais moi, il y a plein de fois où moi, je me disais, il en fait quand même des caisses.
Et même lui, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous savez cette scène où il est face à Nicole Calfan Ouais. avec son chien, il se balance des vannes comme ça, des petites allusions un petit peu justement avec des connotations un petit peu sexuelles entre guillemets. À un moment donné, il fait un regard, c'est furtif, mais il fait un regard caméra, et dans son regard, tu te dis putain, mais sortez-moi d'ici, qu'est-ce que je fous dans ce film? Ça m'a vraiment donné cette impression-là, quoi. Mais bon, il y a le film a pas mal. Le film a de bonne qualité de par Dieu. Lanou, moi que je trouve vraiment excellent dans ce rôle-là. Tu disais, César, t'as raison, c'est à peu près le seul mec qui a la tête sur les épaules dans cette société-là, en tout cas. Ouais. Justement, j'avais peur que ça cache quelque chose de glauque encore, hein, qu'on ait une surprise un peu. Ah, ça aurait été pas mal d'ailleurs. Ouais. Que ce soit lui le violeur Ouais, ou ouais, quelque chose ouais. comme ça, quoi. Il y a quelques attaques de chiens qui sont quand même incroyables, un peu incroyables à voir, hein. Il y en a une sur Depardieu. Non, il y a une scène que moi j'ai notée que je trouve la meilleure scène du film, c'est quand il est en train d'éduquer un chien tout en regardant Nicole Calfan et on a Ouais. l'impression qu'ils sont en train de baiser. Très très chelou comme, Eh comme ben, scène. c'est exactement vrai. de cette scène-là dont je te parlais. Et c'est dans cette scène-là qu'à un moment, lui, il fait un regard caméra. Voilà, tu sens que il se retient de rigoler. Tu vois, c'est un peu ça. Ah, mais moi je l'ai pas senti comme ça, tu vois, je l'ai senti à fond moi, dans ce Ah, film-là. Hyper trouble, hyper opaque. Et puis bon, tu l'as dit, hein, Jesua, donc c'était Traitement de choc, on en a parlé avant, Armageddon, dont on a parlé aussi. ouais. En fait, c'est toujours des bons sujets, c'est toujours des bons films, mais il manque toujours un truc pour être grand film, quoi. Je sais pas pourquoi, mais Soit il il y a arrive à jamais dépasser le stade de la série B, quoi. Ouais, ou soit c'est un peu trop. Enfin, là, par exemple, pour les chiens, déjà, c'est une vision, c'est sa vision de ouais, c'est la vision d'une France un petit peu FN des campagnes, mais c'est sa vision à lui, hein. Et puis, alors, la fin avec le générique, avec les cris de chiens, voilà, c'est too much quand même, quoi, t'as beau faire. Bon, ça reste voilà, un petit film, enfin un petit film, un bon film, voilà, de la fin des années 70, un bon film français. On reste avec Depardieu, on va parler de Buffet froid, film de Bertrand Blier, donc avec son père Bernard Blier, Gérard Depardieu justement et Jean Carmet, un classique, hein, de la filmo de Blier. Et en fait, en le revoyant, je me suis dit, c'est une caricature de son cinéma. En fait, Blier, on en a souvent parlé, Meryl, dans le podcast, c'est un mec que moi j'aime beaucoup, mais il y a vraiment des films avec le temps que je rejette, et Buffet froid en fait partie. Le film s'ouvre sur une scène dans le métro où deux inconnus s'assoient côte à côte et c'est le personnage de Depardieu qui commence à discuter comme ça et on comprend direct que c'est avec quelque chose d'assez absurde où le personnage de Depardieu, enfin, il explique qu'il a des rêves de tuer, qu'il rêve qu'il se fait poursuivre et qu'il tue, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est Michel Serrault qui est en face de lui. Ouais. Et voilà, enfin, je trouve que ça pose un peu déjà, tu sens que ça va être un peu absurde et que ça va parler de meurtre. Et effectivement, juste après, le gars se fait tuer. Donc après, on découvre tout un film où il y a, en gros, ouais, c'est vrai que c'est dur à résumer en fait, hein. Mais En en fait, gros, c'est vas-y, vas-y. des histoires de meurtre, quoi. C'est des histoires de meurtre Ouais, carrément, oui, et des gens qui sont fous, quoi. ouais, Bah, en plus, comme si de rien n'était, parce que Depardieu, il habite dans une tour à la Défense où il est seul dans cette tour avec sa femme. Déjà, c'est très étrange comme décor. Il y a un ouais. flic qui vient emménager au-dessus de chez lui, c'est Blier. Et en gros, il va bouffer avec Blier. Il y a Carmet qui débarque et qui dit: Je suis l'assassin de votre femme, ben, rentrez avec plaisir. Voilà, tout Ouais, est décalé. Moi, ce que j'apprécie pas dans Buffet froid, je trouve que c'est une caricature, comme je disais, de son cinéma. Et je Ouais. trouve ça trop décalé pour être honnête. Je trouve que je vois trop le côté petit malin qui veut avoir les bonnes répliques cultes, l'ambiance qui est complètement décalée. Et je trouve ça trop. Je l'ai trouvé bien meilleur dans d'autres films. Meryl, qu'est-ce que tu en penses? Carrément, tu viens de dire ce que j'allais te dire. De toute façon, c'est Blier qui caricature Blier finalement. C'est la même recette, hein, parce que voilà, c'est la même recette que j'aime chez Blier. C'est une histoire invraisemblable. Ça démarre avec un acteur, puis un deuxième acteur, puis un troisième acteur. Tu peux même rajouter l'immeuble, hein, tu l'as dit, en construction en tant que personnage dans le film, tellement Hum. il y a une place prépondérante dans le film, hein, c'est clair, hein. C'est quand même soutenu par des dialogues efficaces, même si moi je souris et je ris beaucoup moins que dans Les Valseuses par exemple, hein. Pour moi, c'est le trop de surréalisme qui n'a un peu ni queue ni tête qui me fait sortir de l'histoire. Moi, ce qui me plaisait chez Blier et dans Les Valseuses notamment, c'était justement, tu sais, l'écart qu'il y avait entre ses protagonistes et le reste du monde. C'est souvent ça qui génère le rire et ces situations-là. Ici, on fait venir un médecin pour soigner une femme qui est malade, il la viole, on le bute, tout ça avec du sourire aux lèvres. Ça empêche d'avoir le minimum de sérieux qui est nécessaire pour rire de tout ça devant un bon Blier, quoi. Et puis zéro empathie. On n'a aucune Oui. empathie pour aucun personnage. Moi, Ouais. tu vois, j'ai noté, juste avant de te donner la parole, Paul, je me suis dit, c'est le guide, enfin, c'est comme si Blier avait écrit le petit guide de son cinéma pour ceux qui ne le connaissent pas et qui surligne tous les traits, quoi. Voilà, la Exactement. bizarrerie, elle est surlignée, les dialogues, ils sont appuyés, le non-jeu des acteurs, il est too much. Il y a une belle esthétique du vide, voilà, le quartier de la Défense, qui est quand même un quartier qui te donne envie de te flinguer. Ouais, Mais voilà, c'est un peu too much. Moi, j'adore, en fait, la scène dont Paul parlait, la toute première scène avec Serrault, je la trouve excellente. c'est la meilleure. Ouais, j'adore la scène de fin sur le lac avec Carole Bouquet.
Et au mieux, je m'emmerde un petit peu. Paul, qu'est-ce que tu en as pensé? Mais c'est peut-être une bonne analyse que tu viens de dire, parce que moi j'ai bien aimé, je connais pas oublié, j'avais regardé Le Bruit des glaçons il y a longtemps, mais j'avais pas compris ce que je regardais. Ouais, Et du coup, bah, moi ça m'a plu, dans le sens où effectivement c'est assez balisé, donc moi j'ai aimé voir ce film. J'ai trouvé, ouais, je me suis vraiment marré, enfin peut-être pas aux éclats, hein, Ouais, on va ouais. pas exagérer, mais non, j'ai vraiment ri, et en plus effectivement, l'esthétique avec le quartier de la Défense, c'est incroyable. tu vois, Meryl, nous, on a peut-être trop la tête dedans, et en fait, c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour le cinéma de Blier et Buffet Ouais, Froid. tu sais que c'est un des préférés de pas mal de monde, et notamment d'Alexandre Astier, par exemple, qu'on parlait dans un combini, qui disait Ouais. ça c'est un des meilleurs oubliés. Et ce que disait Paul a raison, c'est voilà comment tuer quelqu'un, un petit manuel du meurtrier parfait, ou je sais pas comment dire ça, mais voilà. Mais en plus, c'est un Mm. peu ludique parce qu'on Ouais, a c'est envie de ça, ouais. voir quel va être le prochain meurtre. On a envie Mm. donc ça permet quand même d'accrocher au film. Et donc, même si effectivement l'empathie, c'est impossible d'en ressentir pour les personnages qui sont trop bizarres. Mais c'est ludique qu'il y a un jeu qui s'installe et donc c'est sympa. Moi, Ouais. je trouve ça. Paul, t'as déjà vu Les Valseuses, préparez vos mouchoirs. Non, le DVD des Valseuses m'attend sur ma table de salon depuis 2 mois, mais j'ai pas eu le temps. Bon, Il me l'a ok. racheté. Ouais, Tout à d'accord, ok. fait. Bon, sinon, pour la petite anecdote, c'est le dernier film du Blier fils avec le Blier père. Exactement, exactement. C'est vrai que son père décédera peu de temps après ce film, enfin peu de temps après, quelques années après. Et d'ailleurs, il est très très bon, hein, comme d'habitude Ouais, dans ce film-là. ouais, Moi, ouais. c'est Depardieu, tu vois, fan de Depardieu, je le préfère dans Les Chiens que dans le Buffet Froid, je le trouve plus dedans, tu vois, bizarrement. Mais Ouais. bon, ça, voilà. On va passer à un autre film. Alors là, beaucoup moins connu, beaucoup moins populaire et beaucoup moins, on va dire, où il y a moins de talents réunis. C'est Le Pull au vert rouge, un film dossier, hein, dans la lignée de l'affaire Dominici, dont on avait déjà parlé dans le podcast, un film de Michel Drache, qui évoque l'affaire Christian Ranucci, une histoire bien glauque, bien vraie. Donc, c'est une petite fille, hein, qui se fait tuer dans le sud de la France. Ça se passe dans les années 70. Ranucci est le principal suspect au bout d'une longue enquête et il sera donc le dernier guillotiné de France. Le livre est donc le film tiré de cette affaire sur des arguments de poids lorsque Badinter abolira la peine de mort en 81. C'est un film qui est un peu un film dossier, donc avec une vraie valeur historique. Côté cinéma, on est plus dans le film dossier de l'écran, Meryl. Il n'y a rien de génial et on est un peu dans un téléfilm. Mais moi, tu sais bien que j'adore voilà, les faits divers comme ça, les enquêtes policières. Voilà. Donc j'avoue que c'est pas un grand film, mais je l'ai vu 2, 3 fois et j'ai un peu de plaisir à le regarder. Ouais, en plus, c'est vraiment l'affaire Ranucci minute après minute. Ça, c'est clair que Exactement. c'est vraiment, tu suis l'affaire du début à la fin. Et puis, il y a aussi le plaisir de voir pas mal de jeunes gueules cassées du cinéma français, hein. Naon, Roland Blanche, Père Maglon, entre autres, hein. Puis, il y a même Georges Ouais, Belair dans le truc. exactement. Et il y a même le Berthier de coup de tête. Donc, C'est vrai, c'est vrai. mais bon. Bon, finalement, on saura. Enfin, si j'ai lu. Alors, ouais, je sais pas si tu avais vu ça, mais bon, en fait, finalement, on saura vraiment ce qui s'est jamais passé comme dans le film, parce que le film laisse une porte ouverte, hein, de toute façon. Ouais, Euh, on saura jamais. Il y a juste un commandant de police judiciaire retraité qui publiera 2 ouvrages, ou plutôt 2 contre-affaires, et qui parlent de manipulation du film à charge envers la justice, blabla, etc. C'est vrai que de toute façon, le film prend parti, hein. C'est vraiment un film sur une erreur judiciaire et une mort inutile, hein, de toute façon. Comme tu disais, c'est pas un grand film. Limite même, je tenterais de dire qu'on n'est pas loin du téléfilm. Hmm. Mais, Là, clairement. ouais, ouais. Mais malgré tout, c'est très très rythmé parce que de toute façon, ça suit tous les rebondissements de la reconstitution, etc. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. L'acteur principal, j'ai pas noté son nom, mais il est très très bon. Il C'est fallait. Serge Avedikian. Ouais, voilà. Tu sais que. En plus, le truc sort très peu de temps après l'affaire. Déjà, ça, c'est étonnant. Et il fallait oser accepter de jouer un rôle comme ça, hein, parce que toi, Bah, c'était ça pas l'a prévu. d'ailleurs, il n'a pas fait une grande carrière derrière, il a plus fait du théâtre lui, mais bon. Le vrai avantage du film, voilà, c'est que tu sors du film, ça t'a plongé dans ces années-là et tu sors avec une connaissance complète de l'affaire Ranucci. Ce qu'il raconte est suffisant pour s'intéresser au film, quoi. Ouais, carrément. Effectivement, dans sa forme, c'est très simple. Moi, je trouve c'est assez plat comme dans la dérobade, on va dire, dans le style de film. Ouais, Enfin, dans l'image, dans le montage. Mais par contre, ce qu'il raconte, c'est suffisant pour s'intéresser au film. Et effectivement, tu ressors assez horrifié de ce que ça raconte. bah, c'est une des plus, enfin, c'est une des plus grandes, on peut pas dire plus grande dans ce sens-là, mais en tout cas une des plus célèbres affaires judiciaires avec L'affaire le petit Grégory, hein. Grégory. Ouais, Voilà, carrément. Ouais. c'est des cas voilà, où on ne saura, même en 2053, on ne saura jamais la vérité. Donc bon, c'est toujours frustrant. C'est un peu comme Zodiac, voilà, dans un autre style où on ne connaîtra vraiment jamais la vraie vérité. Je vais finir les films à voir avec un film, je ne vous ai même pas demandé de le regarder. C'est un tout petit film, Le Maître Nageur, l'un des 2 films réalisés par l'acteur Jean-Louis Trintignant. Un film qui n'a pas grand intérêt, il est un peu décalé, mais en fait, je voulais juste parler de Guy Marchand, parce qu'il est dans le premier rôle. Moi, je suis fan de Guy Marchand. Immense acteur sous-estimé. Et en fait, voilà, il y a Guy Marchand qui chante, Guy Marchand qui joue. Et pour les fans de Guy Marchand, Le Maître Nageur, ça vaut le coup. Ça passe jamais à la télé, c'est inconnu totalement, mais voilà, ça se regarde facilement.
On finit cette partie donc avec les films dont vous vouliez parler, mais pas moi. Et on va démarrer cette partie avec ton film, Paul. Donc, c'est donc Superman. Le casting, Christopher Reeves, Margot Kidder, Marlon Brando, Terrence Stamp, le premier blockbuster américain consacré à un super-héros, le début de la culture comics sur grand écran. Et comme c'est le cas pour tous les films Marvel ou DC aujourd'hui, je déteste Superman. Il n'y a rien qui m'intéresse. Ça me tombe au bout des yeux au bout d'une minute. Je trouve tout kitsch, laid, voilà, extrêmement laid même. Et j'en ai rien à foutre des super-héros. Paul, qu'est-ce que tu ferais pour défendre ce film? Qu'est-ce que tu T'as intérêt à bien bosser, mon vieux. T'as intérêt à bien bosser. Alors déjà, j'ai pas choisi le film. Non, en vrai, j'étais super content de le découvrir. Je l'avais jamais vu, et donc, effectivement, c'est quand même assez fondateur par rapport à tout ce qui sort aujourd'hui. C'est le premier le premier blockbuster de super-héros. Et moi, j'ai bien aimé. Justement, je trouve enfin, ça marche bien. Il y a tous les effets de vol et tout sont bien faits. Je trouve ça passe encore. Moi, je suis rentré dedans. Il y a de la comédie qui me fait rire. Ça marche bien. La maladresse de Clark Kent, je trouve ça rigolo. La BO est cool. Voilà, je trouve que ça fait vraiment grand divertissement, mais c'est cool, quoi. Enfin, c'est cool à regarder. Après, bon, la scène de fin, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et donc, je finis sur une mauvaise note le film, quoi, mais ça m'a fait sortir un peu de. Je me suis quand même bien amusé, je trouve que c'était un bon divertissement, quoi. C'est l'origine de tout ça, quoi. Voilà, les films qu'on se tape depuis 15 ans aujourd'hui, tout vient de Superman en 79, quoi. C'est le modèle, effectivement, ouais. Meryl, moi, tu sais bien, je suis le pire public pour ces films-là. Puis au vu des 20 dernières années, ben, je me rends compte que je suis marginal parce que c'est vraiment ce qui maintenant domine le marché, quoi. Ce sont ces films-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, du premier Superman? Avant de commencer, déjà tu n'es pas seul, et puis c'est ces films-là qui dominent sur le marché. Ouais, enfin tu sais, je sais pas si c'est une preuve, hein. De toute façon, il y a toujours eu des films de merde qui ont dominé le marché, hein. De toute façon, je suis désolé de dire ça, mais bref. Certes. Bon, alors déjà, ce que Paul dit, oui, il a raison. Moi, je suis pas du tout Marvel non plus, hein, et même pas comics non plus de toute façon. Mais bon, voilà. Déjà, le premier générique de 5 minutes. Avec la police de Superman, la police issue du comics sur grand écran, et le thème orchestral qui est de Williams, qui est super, mais qui est quand même un petit peu calqué sur Star Wars, faut bien reconnaître, hein. Est-ce que tu veux qu'on en écoute un petit extrait? Oui, tout à fait. Oui. Allez, John Williams, Superman. Là, je viens de te donner les deux bons arguments positifs du film. Pour un gamin de mon âge, c'était l'occasion de voir un mec qui vole, quoi. Et d'ailleurs, je me rappelle que la campagne publicitaire de l'époque, c'était You will believe a man can fly. Ouais. Et en fait, en voyant le truc, je me dis non, you won't believe, you don't believe the man can fly. Oh là là, la vache, les inserts, les écrans inserts, etc. Tout ça, c'est tellement dépassé. Je trouve que ça marche bien. Ouais, je trouve que ça fait vieillot, mais je trouve que ça marche bien quand même. Je trouve qu'on se laisse emporter par la magie du kitsch un peu, hein, c'est sûr, mais ça marche quand même, moi je trouve. Du coup, tu vois, je pense, tu as raison, Paul, il faut avoir des prédispositions que moi je n'ai pas et que toi tu as, parce que tu sais, même la gaucherie de Reeves, etc. Moi je trouve ça très très lourdingue. À caler entre la dérobade et les chiens, ça faisait du bien aussi d'avoir une petite pause, pause rire, quoi. Mais... Ça, c'est pas faux. Je te l'accorde. Mais par contre, je vous rappelle qu'on parle d'un budget de 55 millions, c'est-à-dire le double de Sorcerer. C'est quand même déjà, c'est le plus gros budget qui avait jamais été alloué à un film comme ça. On parle quand même de Richard Donner, qui en plus a tourné les deux pratiquement, et puis qui s'est fait virer après du truc. Faut pas demander. Remplacé par Richard Lester dans le 2, ouais. Non, mais tu vois, faut pas demander déjà l'ambiance qu'il y a dû y avoir dans le studio pour un truc pareil. Et on parle enfin, et ça c'est mon petit préféré, on parle quand même d'un Brando à 4 millions de dollars qui est mauvais. Oh là là, il est dégueulasse. Il en a rien à foutre, bordel. Toutes les scènes sur la planète, c'est quoi du coup la planète Krypton. Krypton, c'est la planète Krypton. Putain, Krypton. C'est horrible ces scènes-là. Moi, je trouve ça d'une laideur. C'est vieilli, mais ouais. Ouais. Après, tu vois, Reeves s'en sort plutôt bien, hein, parce qu'il fallait quand même le faire. Ce truc-là, il a quand même, tu sais, le charisme un peu nécessaire pour interpréter ce genre de personnage, hein. Mais bon, moi, le seul vrai intérêt du truc là-dedans, c'est le cabotinage de Gene Hackman. Ça m'a bien éclaté, ça. Putain, il en fait des caisses, le savoir. Ah oui, à fond. Tu vois, Paul disait, la gaucherie de Reeves me fait marrer. Moi, voilà, Gene Hackman me fait un petit peu marrer. Mais voilà, ça m'a fait marrer quand j'avais 15 ans, quoi, tu vois. Même la Lois Lane, moi, je la trouve, Margaret Kidder, je crois. Margot Kidder. Margot Kidder. Elle en fait des caisses, je la trouve plutôt mauvaise.
Faudrait que je Ouais. revoie Amityville, histoire de voir si elle est vraiment mauvaise jusqu'au bout, hein, mais voilà. Le petit plaisir d'avoir un morceau de Supertramp dans un film. C'est la première fois que j'entendais un morceau de Supertramp dans un film. Et puis voilà, pour moi c'est un film qui fait un peu tâche, hein, parce que entre Star Wars et Alien, Totalement d'accord avec toi. Tu me fais ma transition en plus, parce que là, c'est le film dont toi, tu voulais parler, Meryl. C'est Alien, un film de Ridley Scott avec Sigourney Weaver, Ian Holm, Tom Skerritt, Tiafet Koto, John Hurt, Harry Dean Stanton. Un classique, justement, de la SF, et donc un film que je n'aime pas du tout. Alors, c'est pas que je le juge mauvais, hein. Ça fait 20 ans que je dis aux gens que j'aime pas Alien, et on me dit que je suis vraiment une merde et que j'ai aucun goût. C'est parce que, en fait, ça m'intéresse pas. Voilà, moi, je suis pas du tout client de SF, je suis pas du tout client de Ridley Scott. Et le film, vraiment, mais là, je l'ai revu. Je crois que ça fait 4 fois que j'essaie de le voir. Je n'y arrive pas. Je fais juste un petit préambule. Moi, je trouve que Ridley Scott, il est très, très, très surcoté. J'aime pas, en fait, ces grands films, entre guillemets, Alien, Gladiator, Blade Runner, Exodus, Kingdom of Heaven, ça me fait chier. Alors que j'aime bien quand il délaisse un peu le côté épique, voilà, le divertissement de luxe, quand il devient plus modeste. Par exemple, Thelma et Louise ou Les Associés, ça, je ouais, trouve que c'est des c'est- très bons films. Et donc, voilà, Alien, je peux pas le défoncer, je peux pas en dire du mal, je peux juste confesser que voilà, je m'y ennuie de la première à la dernière seconde. Rien ne m'intéresse à l'image, et puis les suites Prometheus et Covenant, voilà, m'ont autant gonflé, si ce n'est Ah ouais, plus. non, bah oui. Et Ah bah plus, voilà. j'espère Parlons plus quand pas même. là. Non, mais bien sûr. Mais en Quelle fait, en suite plus, quelle suite? Oui, Prometheus et Covenant. En plus, je trouve ça assez ridicule, j'avoue. Et tu vois, par exemple, la scène de C'est complètement. l'accouchement qui a traumatisé des gens, voilà, des générations, moi, je trouve ça rigolo, quoi. Enfin, je trouve ça un peu presque Oh, ouais. ridicule. Ouais, Voilà. ouais. Alors, Ah je ouais. t'écoute. Avocat de la défense, à Ouais, vous. faut quand même reconnaître un truc, c'est que le mec a quand même réussi à faire sortir des gens gerbés dehors pendant cette scène. Et en plus, cette fameuse scène-là, c'est cette scène-là qui fait que le truc n'est pas tombé dans les mains de Corman et qui a fait un truc avec 50 000 balles et tout pourri avec des monstres à poil qui font bleu 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 quoi. Bon, ouais. En tout cas, ce qui est clair, moi, de toute façon, moi déjà, tu vois, c'est un truc de moi dans mon souvenir, alors que j'ai vu très très jeune, encore une fois, je vais me répéter, mais tant pis, planqué derrière le canapé, parce que moi, il y a énormément de films que j'ai vus en secret grâce à l'arrivée des premiers magnétoscopes, parce que moi, j'ai connu l'arrivée des premiers magnétoscopes. Ouais. J'avais un oncle qui avait un espèce de vidéoclub où il vendait aussi des machines à laver. Je cherchais l'erreur, mais bon, bref. Mais Et il faisait kebab aussi le soir. mais ça nous permettait de voir plein de films comme ça en avant-première. Et voilà, ce truc-là, Alien en fait partie. En plus, c'est un film qui m'a fait flipper jusqu'à mes 16 ans et que j'ai pas vu avant 16-17. Parce qu'en plus, tu sais, c'était un truc qui était dans les bandes annonces avant les films. Bande-annonce, elle est parfaite, la bande-annonce. Elle est très très courte avec il y a pratiquement un son bizarre, il y a l'œuf qui s'ouvre, il y a l'alien le titre, enfin bref, voilà. Je vais essayer de faire court parce que j'ai écrit plein de trucs, mais je vais quand même essayer de faire court. Et puis il vaut mieux qu'on rebondisse peut-être chacun son tour, ça sera plus marrant. Mais moi je peux déjà dire que de toute façon c'est un chef-d'œuvre. Et même si t'aimes pas le film, tu peux reconnaître un truc, c'est qu'il y aura un avant et un après Alien dans les films, dans la science-fiction en général. Moi, l'avant, c'est je m'ennuie, l'après, c'est je m'endors. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire. Même le 2001 de Kubrick, qui était quand même le top je fais un film dans l'espace et je vous montre à quoi ça ressemble, il est Mm. limite presque un peu has-been. Ouais, il y a des scènes qui sont incroyables, hein, mais en fait, ce film-là, de toute façon, c'est dès le départ, moi, qui commence déjà à être impressionnant, parce que la musique qui n'est pas vraiment une musique, tu sais, tout au début, avec les lettres d'Alien qui apparaissent comme ça sur l'espace, avec cette espèce de plan comme ça fonctionne nickel directement chez moi. La musique de Goldsmith, qui est une de mes musiques préférées avec celle de Predator, qui est une des meilleures. Après, j'aime bien celle aussi de Fritzen du Résurrection de Genet. Je parle pas du film, mais je parle de la musique. Mm. Elle est vraiment Ouais. très très bien. Euh, voilà, c'est le point fort du film. Un peu comme Cameron dans le 2, qu'on fera peut-être un peu trop. Là, Scott a pris vraiment un soin tu sais, à toute sa bande son, à tous les bruitages, le bruitage des portes, des alarmes, les cris un peu félins de l'alien, etc. Enfin, c'est le premier bon point du film pour moi, c'est sa bande son, même si, toi, la différence de Jaws, c'est un peu criard quand même au casque quand tu regardes le film. On va laisser parler un peu Paul de Alien, parce que je crois qu'il aime beaucoup aussi, Meryl. Tout à fait. Ouais, ouais, en fait, on dit que j'aime les super-héros, les films de super-héros, mais en fait, je préfère clairement ce genre de science-fiction. Moi, j'adore. C'est vraiment, ça me fascine. J'ai commencé un peu par ça, en découvrant le cinéma. J'ai un peu commencé par Predator, Alien et Terminator, et c'est vraiment trop, trop bien. Un allié. Ah ouais, non, vraiment là-dessus, pas de souci, tu Un peux compter Alien. sur moi. Oh. Non, mais du coup, effectivement, Superman, ça peut être du bon divertissement, mais assez kitsch, il faut être tolérant. Tu fais une pause, quoi. Alien, c'est hyper exigeant, je trouve. Enfin, là, j'ai redécouvert les décors, enfin, leur puissance, Le Nostromo, leur putain. taille. C'est incroyable. Ouais, ouais, et puis
les décors de LV-246. Ah là, ouais, l'espèce de vaisseau où il y a les œufs et puis le space jockey. Ouais, Mm. c'est incroyable, cette plonge dedans. Enfin, et puis ça a une personnalité comme décor, comme le design de l'Alien, hein, où tu retrouves plus trop ça aujourd'hui, je trouve. Tu Il m'étonnes. En fait, y alors a je te plus. coupe juste 2 secondes, mais en fait, Vas-y, vas-y. c'est ce que juste 2 secondes, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est ce film-là, c'est la rencontre de trois génies. C'est l'histoire de Dan O'Bannon avec son premier pseudo alien Star Beast avec Carpenter. C'est Dark donc Star. de quoi? Dark Star. J'ai dit quoi? Ah, j'ai dit Star Beast, pardon. Ouais, non, mais c'est parce que ça, ouais. Dark Star, c'est la première monture qu'il fait avec Carpenter, et puis Carpenter enfin, le marque pas au générique. Et du coup, Mm. après, il écrit le scénario d'Alien qui transforme en Star Beast, et puis qu'après, ça deviendra Alien. Voilà. Ouais, tout à fait. Le deuxième avantage du film, c'est qu'il a bénéficié de toute l'équipe du Dune de Jodorowsky qui est tombé à la trappe en plein milieu de Sa préparation. sa préparation, merci. On la coupera, on mettra ça. Donc le deuxième truc, c'est qu'il a bénéficié du Dune de Jodorowsky. Il a bénéficié de toute la préparation et de tous ceux qui bossaient sur le Dune de Jodorowsky qui s'est splitté pendant sa préparation. Putain. Et puis, tu l'as dit, hein, Paul, et puis après, je te relaisse le micro. C'est Giger, de toute façon, l'alien. Scott disait, de toute façon, ça sert à rien de faire un film. Il aura beau être bon, les acteurs auront beau être bons. Si jamais j'arrive pas à trouver un monstre qui effraie vraiment les gens et qui est vraiment particulier et qui ne ressemble à aucun autre, le film n'aura pas autant de succès. Et puis, les décors donc de Ron Cobbs aussi, le Nostromo. Vas-y, Paul. Ouais. Paul, vas-y, reprends. Non, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais que César, t'as beaucoup de mal avec les effets numériques, et du coup, le fait qu'on ait une créature en Ouais. dur, avec des décors en dur, bah, c'est vrai que ça marche super bien. Enfin, Carrément. c'est. Ah non, mais elle est géniale, la Ah, créature, ça d'accord. c'est clair. Ouais, Mm. ouais. Le seul, Non, je sais pas ce que je pourrais dire de plus. Vas-y, Meryl, tu peux. Non, non, j'allais juste dire, moi je suis vraiment ultra fan de la franchise hein, d'ailleurs, hein, mais même si mon premier ça reste le préféré, hein, et je sais que j'ai vu des documentaires, etc., les making-of, etc., et j'ai vu des documentaires, et maintenant en revoyant le premier, le seul truc qui me fait tiquer un peu, c'est la scène finale, qui est pas une fin. En plus, tu sais, quand l'alien ressort dans le vaisseau où Ripley s'apprête à Ouais. s'échapper, où là tu vois un peu, tu sais, le mec en costume. Les personnages où je trouvais, à revoir le film, je sais pas combien de fois, les personnages sont vraiment bien écrits, je trouve, ils sont pas cons, contrairement du coup à Prometheus et Alien Covenant, où c'est une Carrément. catastrophe à regarder, quoi. Et le fait que ce soit Sigourney Weaver, le personnage principal, tu le sais pas dès le début, enfin, c'est malin, je trouve. Carrément. C'est une bonne surprise. Ah, Donc ouais, voilà, Sigourney Weaver, moi j'adore aussi maintenant. Et Et justement, là, non, mais vous parlez de science-fiction, vous parlez de. Voilà, mais en fait, il y a un truc que vous n'avez pas dit, c'est que c'est pas de la science-fiction, c'est un film quand même d'un genre très précis. Ouais. C'est le film de couloir. Ouais. C'est ce Ouais. genre insupportable où tu vois des personnages être apeurés pendant 10 minutes dans des couloirs sombres avec des gouttes de sueur. Oh, moi, ça me rend fou, ça me fait péter un plomb. Non, t'exagères parce que ça, c'est seulement sur la dernière partie du film, à la limite. Quand Qui t'as dure Dallas. 3h30, donc ouais. Ouais, mais Oh. non, il dure pas 3h30, t'es fou. N'importe quoi. La mauvaise foi. Non, mais justement, en plus, il est même pas long dans son montage. Et puis, enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas de baisse de rythme, tout est en crescendo comme ça. La fin Ouais, est je suis dingue. d'accord. Surtout à la fin, Scott fait les choix qu'il faut. Tu sais, il a une caméra flottante comme ça qui semble être en apesanteur. T'as l'impression que le Nostromo, il est immense. La fin avec l'alarme qui résonne tout le temps, les lumières bleues stroboscopiques dans tous les sens. Non, franchement, c'est clair, c'est un des meilleurs films de science-fiction, même horreur on peut rajouter, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont assez difficiles. Hein, donc, Ouais. Bon, en tout cas, vous avez défendu Alien, vous adorez tous les deux. Ça, c'est sûr. Moi, c'est même pas que je déteste, c'est que ça me laisse totalement indifférent. Mais voilà, c'est un film contre lequel ça fait partie des films où on ne peut pas lutter, quoi. Tout le monde, enfin, en tout cas, une très grande majorité des gens adorent. Et puis, c'est un film culte et les gens ont bien raison d'aimer. Voilà, on va parler justement alors là d'un film, peut-être que ça va être encore un petit peu polémique. C'est le film dont on a trop parlé. Et donc, ce film, c'est Apocalypse Now, la Palme d'Or 1979, classique de Francis Ford Coppola, Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, le grand classique du film de guerre, le tournage le plus galère, la fameuse scène de la chevauchée des Valkyries, un film énorme, un film indépassable, un chef-d'œuvre absolu. Eh bien, pas forcément, en tout cas pas du tout pour moi. Troisième visionnage pour ce podcast de Apocalypse Now, il n'y a rien à faire. C'est un peu comme Alien, hein. J'aime pas ce film, je le trouve très, très, très conscient de lui-même, très, très lourd, très, très démonstratif, faussement philosophique. Bref, du Coppola pur jus. On en a déjà parlé, Meryl, mais moi, Coppola, c'est vraiment un réalisateur que j'aime pas. Rien ne me touche, hormis le premier Parrain et le Dracula.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous suivez la hype classique absolue ou est-ce que vous êtes déçu? On écoute Paul en premier. Moi, je me suis regardé la version Redux, donc Ouais. assez longue quand même, hein, Tu m'étonnes. 3h30. Ouais. Et du coup, c'est un gros morceau. J'ai pas compris. Enfin, il y a il y a trop de choses. Ça se sent qu'il y a trop d'éléments. Moi, je sais pas s'il est faussement philosophique parce que j'ai pas encore compris le message du film. Enfin, ces nombreux messages, j'imagine. Il n'y en a pas. Ok, dans ce cas-là, effectivement, c'est. Non, je sais pas, mais en tout cas, je trouve j'ai l'impression qu'il est très très riche et donc je suis passé un peu pas à côté parce que j'ai regardé, hein, mais il faudrait que j'ai envie de le revoir en fait. C'était ton Dès- premier visionnage? Ouais, c'est la première fois que je le voyais, ouais. Et donc, en le terminant, je sais que je vais le revoir, je sais pas quand, mais bientôt, je pense. Mais je regarderai une deuxième fois parce il est énorme. Alors, au-delà de ça, est-ce que ça t'a touché? Est-ce que tu as trouvé ça bien? Est-ce que tu as trouvé ça mal? Enfin, je sais pas, dis-nous un peu Ouais, plus moi, en j'ai bien détail. aimé. Ouais, Non, non, j'ai trouvé ça bien. Bah, rien que visuellement, c'est une claque. Il y a des décors immenses, des armées de figurants, des scènes effectivement très cultes, comme la scène des Valkyries, il y a enfin, je connaissais sans avoir vu le film. Donc, ça fait son taf de scène culte. Et non, les personnages, on s'y attache très très vite. Qui arrive à la fin avec un charisme incroyable, je trouve. Ça marche bien, hein. Moi, j'adhère. bah, tu vois, mais justement, avant de donner la parole à Meryl, comme dans Superman, moi, Brando, c'est vraiment, bah, en fait, je m'en rends compte avec ce podcast que ça doit être un des acteurs que je déteste le plus. Je le trouve, mais surdémonstratif et relou, en fait, dans tous ses films. Et là, bon, en même temps, il en fait toujours des caisses dans tous les films, mais là, particulièrement, et je trouve ça dingue que ce soit devenu, tu sais, une référence avec ces scènes un peu clair-obscur où on le voit dire des phrases pseudo-New Age à deux balles. Enfin bref, bon, moi, ça m'emmerde profondément. Meryl, quel est ton point de vue? On n'en a pas trop parlé d'Apocalypse Now. Chef-d'œuvre. Très bien, merci Meryl. Donc on passe. Non, mais tu sais, la dernière fois, enfin, au dernier podcast, ou l'avant-dernier, je sais plus, enfin, t'as dit un truc cool à propos de Sorcerer. Tu disais que voilà, le film est incroyable parce qu'il te plongeait pendant 2 heures dans la jungle équatorienne. C'est bien ça, hein, je me trompe pas. Ouais. Équatorial, on peut dire. Ouais. Équatorial, oui, merci. T'es vraiment un connard quand même. Tu sais, ben, voilà. Moi ici, je trouve que c'est pareil, comme Herzog, Kofrenkin, Coppola t'invite dans la jungle, alors vietnamienne aux Philippines, mais bon, vietnamienne quand même. Et voilà, Ouais. c'est une plongée. C'est un trip, ce film-là, en fait. Et c'est un trip autant pour le spectateur que pour les acteurs, hein. On l'avait dit dans notre second podcast, mais voilà, Dennis Hopper est complètement défoncé du début à la fin. Il s'est pas lavé pendant tout le tournage. Enfin voilà, Coppola a limite failli être ruiné à la fin du tournage. Enfin voilà, je crois que ça sert à rien de revenir sur le tournage. Il faut voir, c'est comment c'est Eye of Darkness? Non, Art of Darkness. Art of Darkness. Ouais. Voilà, il faut le voir ce truc-là parce que c'est vraiment voilà, on est face au pire tournage qui ait jamais existé, hein, ça c'est clair. Et donc, justement, Meryl, tu parlais du fait que Coppola se disait ruiné suite au tournage de Apocalypse Now. Alors, il faut rappeler quand même que Coppola, c'est le meilleur publicitaire de lui-même. Il fait Le Parrain, il dit qu'il est ruiné. Il fait Apocalypse Now, il dit qu'il est ruiné. Il fait Coup de cœur, il dit je suis ruiné. Et c'est un type là, qui va, dans 2021-2022, faire Megalopolis, donc son prochain film. Ça fait 20 ans qu'il essaye de monter et il sort de sa poche, parce qu'aucun studio ne veut le financer, il sort de sa poche 100 millions de dollars. Donc, bon, c'est un mec qui a toujours été très bon pour en gros, créer sa propre légende. Je suis un peu moins sûr de la vérité. Mais bon, voilà, ça n'enlève en rien ses qualités ou peu importe. Mais bon, Ça faut, n'enlève, à mon avis, ça n'enlève rien au tournage chaotique et au fait qu'il ait perdu, je sais plus, 30 kilos, j'en sais plus, enfin qu'il y a eu. bien sûr, c'est le trip dans la nature hostile. Alors, tu parlais de Herzog, Aguirre, tu parlais de. Moi, je pense à Délivrance aussi, notamment. Oui, oui, oui. Voilà, le film dans la jungle, même si ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ce sont pas des films de guerre. Mais ouais, en fait, moi, Apocalypse Now, je me suis dit, c'est vraiment le film intouchable. C'est le truc que tout le monde met au pinacle. Et moi, ça me touche pas une seconde. En fait, j'en ai rien à cirer de ce qui arrive à tous les personnages. Genre, je m'en fous. Mais c'est un peu comme la science-fiction. Moi, les films de guerre, ça m'a toujours un peu gonflé. Donc, bon, voilà. Je voulais rebondir sur les films, les films de guerre au Vietnam me font en général assez chier. J'en ai regardé 4 là récemment, dont Full Metal Jacket et Platoon, et puis Apocalypse Now et Voyage au bout de l'enfer. Et Apocalypse Now, c'est celui qui m'intéresse et pour lequel il y a une vraie histoire, je trouve, il y a un vrai fil rouge oui, bah, ça parle ça parle du trauma et ça en parle, enfin, ça met en scène le trauma de la guerre du Vietnam de façon efficace, mais ça m'intéresse moins. Alors que là, Apocalypse Now, ça m'intéresse bien. Ouais, et puis surtout, là, Apocalypse Now, ça te montre vraiment le n'importe quoi de cette guerre-là aussi.
Ah oui, c'était Oui, il y a un un côté. bourbier, quoi. Ouais, ouais. Et oui, tu as raison de le dire. De toute façon, je crois que ça, c'est vraiment le film typique. C'est soit tu t'es passionné et tu adores, et soit tu le détestes, hein. Moi, en plus, c'est un film, je peux même pas dire que j'ai repris, c'est une claque nostalgique ni quoi que ce soit, parce que j'ai vu, c'est un truc qui est resté de côté, que j'avais mis de côté pendant au moins, je sais pas moi, 15-20 ans, et que j'ai dû voir il y a 10 ans. Et je crois que j'ai commencé comme toi par la version Redux. Je sais pas si elle était Ouais. sortie. Enfin bon, bref. Et voilà, moi, c'est Si, vraiment. c'est 2001, je crois. C'est 2001. Ah, bon, c'est peut-être Ouais. ça alors. Enfin bref. Mais T'avais 35 ans en 2001. Euh, tu vas te calmer quand même, toi, par contre. Et du coup, à chaque visionnage, toi, ça devait être mon cinquième ou mon sixième. Voilà, ce film est un chef-d'œuvre. Le truc surtout que je me dis, c'est que plus jamais un studio ne permettra de faire un film comme ça. Ça, c'est sûr et certain, ouais. Ça, c'est clair. En plus, avec des décors en dur et tout ça, et des Ah, vraies explosions, ouais, c'est 250 000 clair et net. figurants, comme disait Paul. Et la petite anecdote, je sais pas si vous la connaissez, tu sais, quand comment Martin Sheen finit par trouver Marlon Brando et qu'il arrive, et tu sais, il y a des corps ensanglantés qui sont pendus par les pieds, etc. Ouais, ouais. Vous connaissez l'anecdote, non? Ouais, je Vas-y, connais, ouais. Ouais, voilà. vas-y. Bah vas-y, Paul, tiens, si tu la connais. Oula, oula. Ah bah, Ah, oui, la rumeur, c'est que les cadavres étaient vrais. non mais oui, C'était de alors, vrais corps. c'est même encore pire que ça, c'est que c'est des vrais cadavres. En fait, comment Coppola s'était adressé alors, je crois que c'était à un lycée, enfin une école, tu sais, de médecine pour avoir les corps. Et en fait, ils se sont rendus compte plus tard qu'en fait, non, ils avaient simplement, ils étaient tombés sur un mec qui était un profanateur de sépulture, en fait. Mais Ah. apparemment, aucun des vrais cadavres n'apparaît à l'image, je crois. Ah, N'a Et, été gardé à c'est- l'image. et j'ai du pas coup, vu ça. Predator est un hommage caché, dissimulé? Pourquoi est-ce que c'est la même pour Predator? Non, mais tu sais, c'est des corps qui pendent aux arbres. Ah oui, oui. Je sais pas, Ouais, ça me non, fait mais penser là, à ça. là, par contre, le truc, c'est que c'est des corps qui étaient dans des tombes juste Ah oui, avant oui. de. Toi, Bon, c'est bien pour finir sur ce film. ouais. C'est parfait. Profanateur de sépulture. On va passer tout de suite au top de l'année 1979. Et donc, 7 films dans ce top. On va démarrer avec le 7e, un tout petit film français, Les héros n'ont pas froid aux oreilles, un film de Charles Nemes avec Daniel Auteuil et Gérard Jugnot. Alors, un film ultra modeste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, on vient de parler de films énormes, Alien, Apocalypse Now et puis Superman. Là, c'est un tout petit film qui a dû coûter 2 francs 50 à l'époque. Deux stars en devenir, hein, Gérard Jugnot et Auteuil, qui jouent deux cousins un petit peu couillons, hein, qui bossent derrière un guichet de banque et qui sont colocataires. Alors, il y a une première partie dans le film, c'est la meilleure pour moi, où on suit un peu leur quotidien fait de pas grand-chose et de pas mal de loose. Et puis la seconde, on les voit partir en week-end, un week-end avorté qui va aboutir à une rencontre avec une jeune femme qui va momentanément s'installer chez eux. Comment aborder ce film? Meryl, est-ce que tu veux démarrer? Est-ce que tu l'avais déjà vu d'ailleurs et qu'est-ce que tu en as pensé? Non, non, je l'avais jamais vu. Ouais. Alors j'ai trouvé sympa déjà que le générique de début remercie tous les participants au film et les Ouais, c'est techniciens, très etc. marrant, ouais. Ouais, je trouvais ça Ouais. vraiment sympa. Et alors du coup, voilà, ça ressemble vraiment, tu sais, au. Alors je sais pas si c'est le cas, mais c'est le film d'une équipe de copains, quoi. Ouais, J'ai tout pas à fait, regardé. c'était des potes, ouais. Ouais, j'ai pas regardé qui était au scénar, mais il y a du Auteuil ou du Junio à l'écriture aussi. Je crois que Junio a aidé Charles Nemes à l'écrire, ouais. Ouais, c'est son habitude de toute façon à Junio. Ouais. Euh, ouais, voilà. Alors t'as raison de dire que c'est un petit film. Après, moi, le truc qui m'a un peu gêné, c'est l'actrice principale et surtout sa voix. Oh là là. Oui, Anne Jousset, Oh là là. ouais. Oh, quelle envie de mettre des tartes dans la gueule, là. oui, mais je... Putain. Toi aussi, ça te l'a fait, Alors, Paul, non? ouais, pareil, j'ai pas compris cette voix, ouais. Ah, putain, la mais c'est vache. sa vraie voix, elle joue dans plusieurs films et Ah c'est oui, sa oui. vraie Ah voix. oui, Ce qu'on peut dire, c'est qu'Anne Jousset, sur ce tournage, elle arrive, elle rencontre Auteuil, ils ont un enfant. ah oui, carrément, d'accord. Ouais, voilà, ils auront une fille, ouais. Ah putain, la vache. Quel séducteur, cet Auteuil. Voilà. Alors moi, la vanne qui m'a quand même bien fait marrer, tu sais, c'est quand c'est dans la partie que t'aimes bien, César, c'est la première partie où tu vois leur quotidien tous les deux, ou quand Ouais. ils sont en train de déjeuner, je crois, puis t'as Auteuil qui met sa main sur son crâne et qui fait: oh, t'as vu tes cheveux ils repoussent là? Je t'emmerde. Puis Junio lui répond: je t'emmerde. Mais leur relation entre les deux, elle est trop bien, je Ouais, trouve. ouais, 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 c'est eux qui font le film de toute façon. Oui, oui. Après, voilà, le truc qui est rigolo aussi, c'est que, alors bon, c'est pas le seul film, hein, mais voilà, t'es vraiment dans le basculement des années 80, hein. Calculatrice, rasoir électrique, radio réveil. J'ai trouvé ça assez rigolo aussi, moi, par rapport à tous Ouais. les autres films qu'on s'était tapé avant. Voilà, c'est surtout potage plutôt que d'être drôle. C'est voilà, c'est comment dire, une comédie franchouillarde à classer dans les films à regarder le dimanche quand tu sais pas quoi regarder, quoi. Ça fait 20 000 entrées en France et c'est normal.
Bah, tu vois, quand tu dis franchouillard, moi je suis pas d'accord parce que je trouve que c'est pas, ça va pas justement dans la grosse comédie, dans le truc un peu de soin de soi, mais ça, ouais, c'est un tout petit film qui parle de petits riens qui forment un grand pas grand-chose, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà, ça parle de la vie. Paul, justement, toi qui n'es pas client de ce genre de film habituellement, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai noté la meilleure blague du film pour moi et qui résume bien l'esprit, c'est tu fais 713 705 sur ton écran de calculette, tu retournes et ça fait soleil. Chouette, non? Ouais. Moi, Et je trouve que ça résume bien. j'ai vécu ça à l'école en plus, moi. Bah oui, pareil. Oui, Moi bah j'avais oui. Elle baise aussi que je Ouais, savais écrire, hein. bravo. Ouais. Ah, On peut dire aussi, il y a pas mal de têtes connues hein, dans ton tout petit rôle. Il y a Michel Blanc, hmm. Gérard Lanvin, Bah, il y Roland a Giraud, tout le Tout Christophe le Splendide. Splendide, Malavoie. ouais, Et ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, quasiment, quasiment. D'ailleurs, Gérard Lanvin, la scène est très bonne parce il y a l'alarme de la banque qui est en panne. Lui arrive, Ouais. il a une tête un peu de Mm. loupard et tout le monde flippe et se chie sur disant que ça va être un braqueur. Et c'est le mec de la Sécu qui vient sécuriser la banque. Voilà. Ouais, voilà. Je trouve que c'est un film qui a beaucoup de charme. Il refont ce duo d'ailleurs dans Pour 100 briques, t'as plus rien, Ouais. qui est plus une grosse comédie. Edouard Molinaro, justement sur un braquage de banque. Charles Nemes, donc c'était un proche du Splendide. Hein, c'est son premier film et c'est son meilleur film d'ailleurs par la même occasion. Et comme tu le sais, Meryl, moi j'adore cette expression. C'est une carte postale de la France de 79. Voilà. Ouais, Donc, accompagné par une putain de super zik jazzy de Jacques Delaporte. ah, bah Ah, ouais, c'est parfait, franchement. on va en écouter un petit extrait. Voilà, Les héros n'ont pas froid aux oreilles, donc un tout petit film, très modeste, mais bon, pour voir une époque, pour voir des acteurs voilà, qui étaient encore des débutants. Moi, c'est un film voilà, que je peux regarder une fois tous les ans, ça me plaît, une après-midi sous un plaid. J'aime ce film. On va passer au top 6. On reste justement, Paul, dans la comédie française de l'époque. Cause toujours, tu m'intéresses. Autre film avec deux stars de l'époque, Jean-Pierre Mariel, Annie Girardot. Il joue donc sous les ordres d'Édouard Molinaro, un film écrit par Francis Weber. Et donc, le talent de Weber ajouté à celui des deux acteurs, ça donne lieu à un film, encore une fois, hyper charmant. Ça navigue entre comédie, entre romance. Une histoire d'amour assez improbable hein, qui démarre par un quiproquo téléphonique. En fait, il y a Jean-Pierre Mariel qui appelle des gens au hasard au téléphone et il tombe amoureux enfin, en tout cas, il tombe sous le charme d'une voix. Et voilà, on va suivre un peu leur histoire. Meryl, est-ce que tu veux donner ton avis sur ce film? Ah bien déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça devait arriver un jour. Il y a deux François Perrin dans Un César pour Meryl. C'est vrai, Tu vois. c'est vrai, tout Et à donc fait. de Weber, hein, bien sûr, hein, parce que François Perrin, Ouais. c'est Weber. Alors finalement, moi je trouve que c'est dommage, parce que tu vois, j'ai préféré quand même le Junio Auteuil. Je trouve qu'ici, ça fonctionne moins bien. Et au final, on a une comédie sympathique. Bon, il y a quand même le grand Mariel, mais qui se perd un petit peu dans ses tentatives d'humour. Tu vois, alors c'est clair que de toute façon, c'est même pas une comédie en plus, hein, parce que c'est un film sur la solitude et le manque d'amour, et voilà, Ouais. il met énormément de tendresse dans ses personnages. Euh, Ça fonctionne surtout super bien sur Marielle. Tu vois, moi encore une fois, Girardot ici, je la trouve, enfin je sais pas si c'est une expression à employer pour une si grande dame que ça, mais elle a le cul entre deux chaises. Et du coup, il y a pas mal de longueur. Tu vois, moi, il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est le gag au milieu du film avec Blanc en gendarme, tu sais, quand Oui. ils se retrouvent tous les deux. Ils ont passé une espèce de clôture. Ils sont dans un chantier, ils chutent et ils se retrouvent tous les deux à patauger dans la boue pour remonter. Avec Girardot qui a un rire en plus qui est quand même forcé et qui marche pas. Enfin voilà, ça a pas le côté populaire de la Disney bien sûr, mais voilà, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas tant que ça. Moi, ce que je trouve qui ne fonctionne pas, c'est le titre. Parce que Cause toujours, tu m'intéresses, ça fait vraiment un Mm, nanar avec Bernard Ménez et Pierre Mondy. mm. Et voilà, le film est quand même plus, on va dire, plus subtil que ça, moins grosse comédie que ce à quoi on s'attend. Paul, ton avis sur ce film? Ouais, c'est ce que je disais en parlant des héros non pas froid aux oreilles, où j'ai préféré les héros non pas froid aux oreilles à cause toujours tu m'intéresses, que je trouve, voilà, pareil, on parle un peu d'un mec un peu loser, qui sait pas trop, enfin qui s'emmerde, et du coup, bah, je me suis enfin emmerdé aussi. En fait, j'ai pas trop de souvenirs du film non plus, en fait. Ça va pas. Bah, j'en pense pas grand-chose, en fait. Moi, je vais juste rappeler, comme dans un film sur deux de cette époque, à Meryl, on retrouve donc Michel Blanc, tu l'as dit, Jacques François, Dominique Lavanant dans des petits rôles. C'est toujours le même casting voilà, qui tourne un peu en boucle. Jean-Pierre Mariel qui joue le mythique François Perrin, ici, qui est journaliste, ce qui est un métier assez rare dans ce genre de comédie. Et donc, il a une seule compagnie. En fait, c'est son voisin, Monsieur Mba. Il y a une très belle relation, je trouve, entre les deux personnages. Et du coup, voilà, c'est encore un personnage paumé, ce voisin là, qui est tout seul, qui est loin de son pays d'origine. Et voilà, en fait, c'est encore deux solitudes qui vont se rencontrer. Il est plus tendre que d'habitude, Marielle. Il est plus Ouais, gaffeur, il est moins sûr de lui. Et donc, il est toujours aussi parfait. De toute façon, je l'idolâtre. Et Annie ouais. Girardot, j'adore aussi. Contrairement à toi, Meryl, moi, je la trouve rayonnante là-dedans, dans ce film-là.
Et en fait, ils avaient déjà fait un film ensemble tous les deux 3 ans avant qui les réunissait, qui s'appelait Cours après moi que je t'attrape. Alors encore des titres à la con, qui étaient beaucoup plus oubliables et beaucoup moins sympathiques. Et en fait, on arrive en fait un peu tristement à la fin de la période dorée de Gérardo, qui va vivre des années 80 très compliquées, parce qu'il y aura des problèmes personnels qui vont un peu lui gâcher sa vie et sa carrière. Et puis, contrairement à Marielle, qui lui va continuer d'illuminer le cinéma pendant les 3 décennies suivantes. Voilà, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Et encore une fois, Francis Weber, on pense ce qu'on veut du mec. J'ai en plus lu une interview de lui très récemment là, qu'il a donné, où quand même le mec est un peu odieux, je trouve, avec tous les gens avec qui il a collaboré. Mais bon, il a quand même du talent, il a beau faire, il construit des scénarios comme personne d'autre dans le cinéma français. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Meryl? Est-ce que tu veux conclure? Tu parlais de l'interview où il parle beaucoup de coups de tête. Non, il vient de donner une Ah, interview dans un magazine qui s'appelle Schnock, et où en fait, il assassine tous les gens avec qui il a bossé. ah oui, Et bizarrement, ils sont tous morts. J'ai trouvé ça particulièrement peu élégant de sa part, mais bon. ouais, ouais. Bah après, de toute façon, voilà, c'est clair que c'est pas un film qui est dans le calibrage, dans son calibrage hein, de une vanne, un rythme. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, Voilà, donc on a démarré ce top avec 2 films français assez modestes, avec des grandes stars, mais bon, voilà, des petites comédies. On va passer à un film beaucoup plus ample au niveau de la stature. C'est le numéro 5, c'est Voyage au bout de l'enfer, un film de Michael Cimino, son deuxième après Le Canardeur, dont on avait déjà parlé dans Un César pour Meryl. Et autant Le Canardeur, c'est un film assez modeste, plutôt sympathique, autant celui-là, énormément d'ambition. Et il fait pas grand-chose pour attirer la sympathie, hein. Ça évoque une bande de potes appelés au Vietnam pour la guerre. Et le film se découpe en 3 parties. Meryl, est-ce que tu veux un peu voilà, nous synthétiser les 3 parties? la première partie, c'est l'histoire d'une bande de potes. Alors, je crois que c'est dans le. Alors, attends, j'ai pas noté ça, mais alors je ne me rappelle plus où c'est exactement aux États-Unis, mais bon, c'est dans une vieille ville minière, Ouais, un hein, peu dégueulasse, un hein. peu dégueulasse, ouais. En plus, c'est une communauté russe orthodoxe. Ouais, Voilà, donc c'est l'histoire d'une bande de potes, bon, avec, alors il y a une très longue scène de mariage. extrêmement long. Ouais, ouais, Une extrêmement longue. heure. Euh, Une heure. Ouais, ouais, voilà. Exact. En fait, ce que tu comprends pas dans le film, c'est pourquoi Cimino passe autant de temps à camper les relations entre cette bande de potes-là. Tu comprends pas pourquoi il s'étend autant, surtout quand la deuxième partie, où là, alors il y a une petite musique de piano sympa, et puis pouf, il te plonge directement dans le Vietnam, dans les camps de prisonniers japonais. Il te plonge directement, pratiquement, dans la grosse scène du film qui rendra le film ultra célèbre. Et puis après, il revient encore et tu te retapes encore, alors je sais pas, un bon 3/4 d'heure de longueur, de relations entre les copains, etc. Et tu repars encore une fois au Vietnam pour encore une scène qui est aussi mythique, encore aussi pour une scène mythique. Voilà, moi je pense qu'en fait, Cimino, tu retires une demi-heure peut-être même 3/4 d'heure de la première partie, plus 15 minutes de la partie du milieu, et t'as un film de 2 heures qui est un film magnifique. on est d'accord. Moi, je trouve que le film, en fait, il est génial à certains endroits et en fait, il est très, très chiant à d'autres endroits. Exactement. Notamment, vous avez raison tous les deux, hein, cette scène de mariage qui est quand même infinie. Alors, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'à chaque fois, dans les articles de magazines, on va dire, cinéphiles, ils sortent la scène du mariage comme le point d'orgue de la carrière de Cimino. Moi, je trouve que quand même, bon, il ne faut pas déconner. C'est hyper complaisant en plus d'avoir fait traîner ça pendant des plombs. Moi, je trouve qu'en fait, le film, voilà, il décolle quand ils vont au Vietnam avec ces scènes horribles de roulettes russes, voilà, qui sont hyper marquantes. Paul, est-ce que tu avais déjà vu ce film? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je l'avais jamais vu, et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que les films sur la guerre au Vietnam m'emmerdent un peu. Et donc bah là, effectivement, il y a quand même des très grandes longueurs. La première heure parle que du mariage, et c'est long, mais en fait, je sais pas, je trouve que ça permet quand même de poser une certaine ambiance. On dirait que ça pourrait être enfin, le film pourrait traiter de la vie aux États-Unis, dans les petites villes comme ça, minières, plus que du Vietnam, et ça serait, bref, ce serait autant pertinent, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Si, si, Ouais, ouais, tout à fait. par contre, c'est très bien joué. On a plaisir à voir, quand même plaisir à regarder. Ouais, ouais, et puis bah oui, Volcan m'a marqué, est vraiment très très bon, je trouve. Et Ouais. Il est bon, tout le hallucinant, film, ouais, hallucinant. ouais, il est vraiment dingue. Mm. Et même le fait qu'il ait maigri sur la fin du film et tout, enfin, ça impacte vraiment visuellement, c'est très bien. Ouais. Ouais, et puis, Après, donc voilà, je me suis un peu. Ouais, vas-y. non, 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 vas-y, fini. Donc voilà, je me suis un peu ennuyé, je trouvais ça très très long, mais effectivement, la scène de la roulette russe, bah, ça reste, enfin, c'est incroyable, cette tension et c'est très très bien fait. Avec Très bien joué. ce fameux mot, Mao.
Mao. Ouais. Voilà, moi, c'est un truc que je faisais avec des potes quand on était gamin pour boire des coups, c'était un peu ridicule, mais voilà. Et moi, autant Meryl, j'émettais, tu sais, des réserves sur De Niro dans Taxi Driver. Bon, qui suis-je pour émettre des réserves, mais je le trouvais un poil trop acteur studio. Là, je le trouve sublime Ah, dans Voyage au bout de l'enfer. De Niro, je le trouve. Enfin, je trouve que c'est le premier film où on voit l'acteur génial qui va devenir, tu vois, plus que Taxi Driver. ouais, puis surtout que c'est lui qui fait le lien un peu entre tout le monde. Ah non, Oui, ça donne cette impression-là. Et en plus, tu sens bien que bah, il est amoureux de Meryl Streep, mais enfin, tu vois, il y a quand même une ambiance. Hein, on peut pas reprocher ça. T'as raison, Paul, de le dire. Hein. Il y a la scène du mariage est très longue. Il y a quand même une sacrée ambiance hein, dans ce film-là. Petit clin d'œil à un acteur que moi j'adore, qui s'appelle George Dzunza. Je sais pas si ça se prononce comme ça. ouais, tout à fait, tout Que à moi fait. j'adore dans Sens Unique et USS Alabama. Et puis qui est un Ouais. acteur qu'on voit souvent hein, en Un arrière-plan. éternel second rôle, ouais. Ouais, carrément. Qui a Mm. vraiment une tronche sympa. Et là-dedans, en plus, il a vraiment un vrai rôle. C'est le petit nerveux de la bande. Non, c'est celui qui, tu sais, qui part pas au Vietnam, qui joue du piano justement, juste avant que ça se barre dans le Vietnam. C'est un pote, c'est celui qui est un peu fort. C'est celui. Ok, je vois. Ok. Mais je crois que Et puis, c'est. Oui, Dans vas-y. le reste de la bande, il y a John Savage et John Cazale qui sont quand même des acteurs pas dégueux non plus, hein. Ouais, ouais, surtout John Savage qui va décéder juste après le film, c'est ça hein. Non, c'est John Cazale, John pardon, Cazale, John John Cazale Cazale, ouais. qui va décéder juste après le film et qui était en couple avec Meryl Streep en plus. Tout à fait, tout Ouais, à fait. Qui a 3 films dans sa filmographie, Un après-midi de chien, Le Parrain 2 et Voyage au bout de l'enfer. ouais voilà. Roy Scheider aura tourné Jaws 2 parce que il était sur un voyage au bout de l'enfer. Il s'est barré parce il s'est pris la tête avec Cimino, mais il devait quand même un troisième film à Universal et du coup il a été forcé de tourner Jaws 2 quoi. Quel dommage, putain. T'imagines s'il avait en plus mis Voyage au bout de l'enfer dans sa filmo, le mec aurait fait une période dorée, quoi. Quadruplé gagnant quoi. Exactement. Alors moi, je voulais dire un mot aussi sur... moi, il y a une scène que je trouve... Bon, là, il y a la scène de la roulette russe dans la cabane, voilà, où les mecs sont mis en dessous de la cabane en train de se noyer à moitié, on les remonte juste pour se tuer. Enfin bref, c'est quand même hallucinant d'horreur. Et il y a la toute dernière scène où De Niro part à Saïgon pour retrouver Walken. Et je trouve que cette scène-là, on dirait un cauchemar, quoi. Quand il le revoit et que le mec est toujours bloqué là-bas à jouer à ça, je trouve ça ouf. Ah ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que c'est dommage que le film soit si long, hein, parce que du coup, tu vois, t'as encore eu une baisse de rythme et après tu retournes là-dedans. Tu vois, Ouais. c'est dommage en fait. C'est dommage comme c'est quand même un film qui a énormément marché et puis en plus, faut aussi se remettre dans le contexte. Hein. Le film est sorti peu de temps après la fin de la guerre, ça a été un carton et je pense que Cimino il a réussi son coup. Hein, tu vois, il voulait faire un. Je sais pas si c'est pas un film sur le Vietnam, c'est un film sur le retour après le Vietnam. Hein, Un peu ce que disait Paul sur le trauma, ouais. oui, voilà, c'est ça, ouais, sur le trauma. Ouais, Mm. ouais. Il y a un super thème à la guitare classique de John Williams. Ben, on l'écoute. Enfin, on va l'écouter et en plus tu vois comme je disais de Midnight Express, ça c'est un thème qui était sur toutes les compiles ciné de l'époque. Alors, bon, moi, ce que je peux dire pour finir sur Voyage au bout de l'enfer, je trouve que c'est le meilleur Michael Cimino. La suite de ses carrières, ça m'intéresse plus du tout. J'en ai plus rien à cirer, alors que les 2 premiers films étaient quand même très, très bons. Moi, c'est un film, en tout cas, le souvenir que j'en avais quand j'étais enfant, c'était le film qu'il fallait pas montrer. Enfin, tu vois, c'était le film ultra violent dont tout le monde, enfin, les adultes en parlaient en disant il faut surtout pas montrer ça aux gamins. Et c'est vrai que quand tu regardes ça moi, j'ai dû le voir vers 10-11 ans, c'est vrai que ça marque, hein. Les scènes de Ouais. roulette russe et tout, tu te dis, waouh, putain, c'est Mm. vraiment l'enfer sur Terre. Ouais, qu'on peut quand même parler, parce que je pense qu'on reparlera plus de Cimino dans ce podcast. Hein. Exactement. Cimino, donc j'ai regardé un petit peu le réalisateur maudit quoi. Il fait ça, il est encensé comme il avait encore plus qu'avec Under avant. Et puis après il fait les portes du paradis où là il se fait défoncer, il ruine un studio et il finit dans l'anonymat pratiquement. Il n'arrive plus à rien faire après et il meurt tout seul dans sa villa de Beverly Hills en 2016 quoi. Je crois qu'il était en transition, il était en train de changer de genre sexuel en plus à Oui ce voilà, moment-là. oui, oui, ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais, il a eu une vie mouvementée, Michael Cimino. On va passer au numéro 4 de ce top, un film français, mais qui sonne très américain, Iconicard, un film d'Henri Verneuil, sans Belmondo, ce qui est plutôt rare à l'époque pour la filmo d'Henri Verneuil. C'est Yves Montand qui joue le premier rôle de ce thriller. Alors, le film est à l'américaine, hein, là, pour le coup, le mot n'est pas galvaudé, tout sonne américain, y compris le scénario qui parle de l'enquête sur l'assassinat d'un président. Alors, ça sonne comme Kennedy. Montand joue une sorte de Jim Garrison, hein, qui cherche le complot, et d'ailleurs, le tueur s'appelle Daslo, qui est un anagramme de Oswald. Donc voilà, il n'y a pas trop de fausses pistes, on sait où on est. Moi, c'est un thriller que j'adore, c'est un de mes thrillers français préférés, je trouve ça hyper rythmé, je trouve qu'il y a des scènes d'anthologie.
Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va démarrer avec toi, Paul. Je suis tout à fait d'accord. J'ai beaucoup apprécié. Je connaissais pas du tout. En fait, je connaissais seulement la scène de l'expérience de Milgram, Ouais. Oh, qui est qui incroyable. est hyper connue. Et Ouais, du coup, j'étais surpris de la retrouver là-dedans. Je savais pas que c'était ce film-là. ouais. Et donc, j'ai adoré. En plus, bah, la fin, c'est dramatique. Enfin, ça m'a retourné. Super BO. Enfin, vraiment, c'est vrai que c'est bizarre cette ambiance très américaine, mais tournée bah, par un Français en France. Enfin, c'est marrant, ce décalage. Le réalisateur le plus taxé d'américain par les Français. Ouais. Ouais, d'accord. Bah, effectivement, ça se voit vraiment dans la patte du film. Mais ouais, et puis super rythme, on s'ennuie pas, c'est génial. On est assez d'accord. Alors, tu parlais de l'expérience de Milgram. Justement, c'est une scène qui ressort souvent dans les scènes qu'on peut voir dans les best-of de scènes, voilà, cinéma français, tout ça. Et en fait, c'est une parenthèse dans le film, hein. Ça n'a quasiment rien à voir avec le reste, mais c'est assez ouf. Meryl, est-ce que toi, quel est ton rapport à ce film? Est-ce que tu l'avais déjà vu? Non, je l'avais jamais vu. Et comme vous, moi c'est pareil, ça a été une bonne surprise. Hein. T'as raison. Hein. Tu disais c'est calqué sur l'affaire Kennedy, ouais, avec le Lee Harvey Daslow. Et puis ils vont même jusqu'à faire, tu sais, la célèbre photo avec le fusil. Ils la refont carrément. Eh oui, Enfin, ouais, ouais. Mm, mm. Non, c'est vraiment calqué là-dessus, avec une putain de musique de Morricone. incroyable, Ah, ouais, dont on ouais. va écouter forcément un extrait. Donc oui, un thriller politique. J'ai trouvé qu'on s'en mêle un petit peu les pinceaux parfois quand même, parce qu'il y a trop d'informations et je trouvais que ça part un peu dans tous les sens de temps en temps. Mais par contre, oui, c'est un putain de rythme, c'est très soutenu. Alors moi, à la différence de vous, j'ai trouvé que le passage de l'expérience Milgram, alors déjà, comme tu le disais, c'est un peu à côté du film, et puis ça plombe un petit peu justement ce fameux rythme-là, quoi, qui est là tout le long du film. Et Mais c'est une puis, respiration, quoi, dans le film. ouais, peut-être. Moi, j'ai trouvé que ça plombait un peu le truc et que ça ne servait à rien. Mais bon, ouais, c'est que C'est vrai que ça fait un peu hors sujet, un peu comme ouais. le mariage dans Voyage au bout de l'enfer, quoi. Ça fait Ouais, un ouais, peu. ouais. Puis Ouais. t'as vraiment l'impression qu'il a tourné ça 10 ans, enfin 2 ans avant ou toi, et puis qu'il a mis ça pour allonger le film, ou enfin bon, bref. Et puis En tout cas, la sinon, scène est ultra marquante. ouais, oui, oui, ça, ouais. Mm. Et puis sinon, pour finir, bah voilà, 5 minutes de Brigitte Lahaie en stripteaseuse qui se fait descendre 3 secondes après être apparue à l'écran. Bon, Icône Icare, moi, tu vois, je trouve que c'est vraiment les films qui me manquent un peu dans le cinéma français actuel, c'est les grands divertissements populaires, mais pour adultes. Tu vois, il y a pas de clin d'œil, il n'y a pas d'humour déplacé, il y a pas de... En plus, il n'y a pas de scène d'action dans ce film-là. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est un scénario parfait, un signé Verneuil et Didier Decoing. Et puis, bah, la mise en scène de Verneuil, quoi. Ouais. Franchement, il y a de l'ampleur, il y a un soin apporté aux détails. C'est efficace à chaque fois, c'est à l'américaine, quoi. D'ailleurs, bon, rien ne sonne français dans ce film-là. Et même Montand, tu vois, moi, Montand, je suis pas le plus grand client d'Yves Montand de la Terre, mais là, je trouve qu'il est parfait parce qu'il est très sérieux. Il n'a pas de son petit sourire habituel, son petit côté charmeur. J'adore en fait ce rôle de mec obsédé par l'enquête, bah, comme Jim Garrison dans la vraie vie, qui a Ouais. passé sa vie sur l'assassinat de Kennedy, quoi. Ouais, après, le seul truc par rapport à JFK, vu que t'en parles, Garrison, lui, tu le sens en danger souvent dans le film de Stone. Hein. Là, Montant, il n'est pas jamais en danger, en fait. Ça, on va pas spoiler, mais Ouais, bon, ouais. il y a un peu quand même tout le long. Voilà, Ouais, non, sous tension, non, mais quoi. je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, c'est que Kevin Costner le montre, lui. Alors que Montant, moi, je trouve qu'il le montre pas tellement, en fait. Alors, par contre, la fin qui est vraiment à l'américaine, mais qui est super, tu sais, avec Montant qui chute au ralenti comme ça, la Ah citation oui, d'Icare. Ouais. mm, Non, non, ça reste incroyable. un bon film, un très bon film. Incroyable. Même dès la première scène, là, quand ça se passe dans l'espèce de studio télé où lui vient parler du truc, enfin, je trouve que tout est parfait dans ce film-là. C'est hyper efficace, hyper carré. Sérieux, Voilà, sérieux. sérieux. Icône Icare, donc on recommande tous les trois. C'est un des seuls où on est d'accord tous les trois, je crois, depuis le début, mais bon, c'est déjà pas mal. Et donc on passe au top 3 de cette année 79. C'est une comédie française, Coup de tête de Jean-Jacques Hano, scénarisé par Francis Weber, avec Patrick Devers dans le rôle principal et un cheptel d'acteurs français, voilà, des seconds rôles ultra connus. Meryl, tu vas pitcher Coup de tête pour nous. François Perrin est ailier droit dans l'équipe de football de la ville de Trinquant, une ville fictive calquée sur Guingamp. Après un tacle sur le numéro 10 de l'équipe, le fameux numéro 10, le fameux Berthier, il est renvoyé du club de foot. Et comme le président du club de foot, à cette époque-là, c'est aussi le patron de l'usine, il se fait aussi virer de l'usine. Et pour coroner le tout, il est accusé d'avoir commis un viol et donc il finit en prison. Mais alors que Trinquant doit jouer la Coupe de France et qu'il leur manque un joueur, on le fait sortir de prison pour aller jouer. Le scénario, enfin, tu vois, là, tu viens de le résumer, c'est parfait. Enfin, tu vois, comme début de film, moi, je trouve ça génial. Bon, c'est un classique, un coup de tête. C'est Ouais. Meryl, je pense que toi, tu l'as vu comme moi des fois et des fois et des fois. Moi, je le connais quasiment par cœur. Ah ouais, par cœur. On va s'adresser à Paul en premier. Paul, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je connaissais pas, forcément.
Mais c'était une super découverte. J'ai regardé ça en me levant un matin et c'était vraiment cool comme film. Au début, j'ai eu un peu de mal à m'attacher au personnage parce qu'en plus, il essaie de violer sa maîtresse. Enfin bref, en gros, c'était un peu. Voilà. Mais enfin, au fil du film, le personnage devient super attachant. Et je spoil ou pas? On peut spoiler? Ah oui, Ah bah oui, tu peux oui. spoiler, on peut dire qu'il est seul contre tous, vas-y. Carrément. Oui, il est seul contre tous et donc à un moment, il va finir par prendre sa revanche et c'est hyper jouissif, quoi. C'est génial. C'est un type qui a été enfoncé par toute une ville et qui va devenir le héros de la ville, c'est quand même génial. Et qui va en plus écraser ses anciens ennemis. Enfin, les gens qui l'ont humilié, qui l'ont renié, il va les écraser dans la scène du dîner. Ouais. Et Ouais. c'est super. Bah, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont tous les notables de la ville. Donc, Mm. c'est le type qui tient le bar, le charcutier, le garagiste, Les voilà, le flics. maire, le flic. Gérard Hernandez, magnifique avec ses Tu bagues. Bon, m'étonnes. en fait, ce qui est marrant, c'est que ça pourrait être un thème de film d'action, quasiment. Le type qui va se revenger et qui va tous les buter, sauf que là, c'est traité sous le prisme de la comédie. Et du coup, on se marre, quoi. Alors que c'est pas si marrant que ça, hein, le sous-texte du film. Meryl, vas-y, parle un peu de ce film. Faut pas chercher le meilleur de verre, il est là. Ah, pour moi, c'est mon préféré Ah, aussi, je suis d'accord avec toi. là, il est vraiment au Ouais. top de son game. Hein. Bon, on peut pas dire que c'est le meilleur Anno, même si le film est super, mais voilà, c'est tellement plus un film de Weber que d'Anno que tu peux pas dire que ce soit vraiment un super film d'Anno de Jean-Jacques Mais Hano. pour moi, c'est le meilleur anneau, tu vois. Ouais. Ah ouais. C'est tellement un film différent de ce qu'il fait par la suite, mais bon, en tout cas, voilà, moi j'adore ce film, je suis comme toi, hein, je l'ai déjà vu au moins 10 fois, si c'est pas plus hein, d'ailleurs. C'est un film qui a deux avantages, donc un héros principal qui crève l'écran, et puis des seconds rôles tous plus parfaits et que tu détestes tout au long du film, quoi. Ah ouais. Entre Jean Bouise et pour sa suffisance, et tiens, il y a le primate qui nous invite à dîner. Qui était enfin, qui confirme après Dupont-la-Joie, hein, de toute façon. C'est pas qu'il joue le même personnage, hein, mais Ah là, il est veule à souhait, là. ouais, ouais, carrément. Ouais. C'est sa femme qui sort Mm. un petit peu du lot, de toute façon. Souvent, tu regardes les petits sourires qu'elle a, les petits regards en coin. La super scène au début, quand Perrin rentre dans le bureau et qui je vous dois tout, je vous rends tout, tu vois. Cette scène-là est vraiment d'enfer. Tu peux en citer d'autres, Michel Aumont, Michel Fortin, enfin, il y en a un paquet là-dedans, Frottin. hein. Michel Fortin, Fortin. Paul Le Person, la scène, tu sais, où ils sont dans la bagnole et puis il dit, bon, il se demande un peu ce qu'ils vont faire maintenant il a marqué un but et puis bah, voilà, qu'il peut plus retourner en prison. D'ailleurs, Buis dit, ça va pas être simple de le foutre en prison maintenant. Et puis où t'as Buis qui dit, bah, c'est pas grave, on va le foutre en surveillant à la piscine municipale. Et puis t'as Le Person qui dit, bah, il sait nager au moins. Et là t'as Aumont qui réplique, oh, complique pas toi. Il y a des scènes moi, vraiment qui me font mourir de rire, quoi. Et Mais les dialogues sont ouf. ah ouais, et tu disais, Paul, voilà, que tu as eu du mal à trouver. Enfin, il t'a fallu du temps avant de trouver deux vers attachants. Bah, tu sais, c'est quand même un Ouais. mec qui va soi-disant violer une nana, mais il la viole pas, qui se barre d'un échafaudage. C'est vraiment la scène du viol sur l'échafaudage qui m'a refroidi parce que dès le début, il est attachant, mais c'est ce moment-là, tu te dis, ah, mais c'est un peu un con quand même, quoi. Enfin, Bah oui, oui. Ouais, mais Ouais, c'est vrai. c'est quand même traité un peu avec humour, hein, parce que remonte-toi toute seule, etc. Enfin, tu vois bien qu'il l'agresse pas. Elle tombe dans le truc, mais tu vois bien qu'il l'agresse pas. Et puis, comme il dit après, moi, de toute façon, Marie, ça fait 3 ans ou 2 ans que je la viole tous les jours. Enfin bon, voilà. C'est Donadieu qui joue le rôle du mec, Ah d'ailleurs. non, et cette scène où ils sont, alors il le sait en plus, hein, parce que c'est après cette fameuse scène-là, il a déjà vu Perrin, cette scène où ils sont au stade, qui marque le premier but, et que lui il crie Perrin, Perrin, avec elle à côté, qui tu sais qu'il regarde en coin comme ça, elle est magnifique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le film, il a été tourné à. Je vous l'ai dit, hein, c'est Trinquant, donc la ville fictive. Ouais. Ça a été tourné à Auxerre, donc dans Ouais. les installations sportives de l'AG Auxerre. Et donc, c'est Giroud Tout à qui fait. était le consultant sportif sur le film. Et il disait que Patrick Devers jouait comme une burne, hein, au niveau du foot. C'était vraiment pas un footeux. Et donc, ils ont galéré à faire les plans où il marque. D'ailleurs, on voit, quand on s'intéresse un peu au foot, on voit qu'il est tout sauf footballeur. Il fait des gestes pas possibles. D'ailleurs, il marque du genou, je sais plus trop d'où. Enfin bref. Ouais, ouais. Mais voilà, donc ça a été un film qui a été coaché par Giroud, ce qui est assez marrant quand même. Enfin, moi qui ne suis pas expert en foot du tout, je te rappelle quand même que Maradona a gagné une Coupe du Monde avec une main. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Ça, c'est ton côté réax. ça doit être ça. Il y a un mec dont on n'a pas parlé aussi, c'est Patrick Florsheim. C'est celui qui joue justement la star de l'équipe, celui qui viole, enfin le violeur du coup. C'est Berthier. Voilà, et lui, alors lui, c'est un acteur pas très connu au niveau de son physique, mais sa voix est connue parce que c'est un grand acteur de doublage Ouais. et il a doublé Dustin Hoffman notamment dans tous ses films. Enfin Ouais. bref, voilà, c'était un acteur de doublage majoritairement. Petit mot, alors c'est pas une grande actrice, hein, mais petit mot sur France Dougnac,
qui joue Ouais. la nana soi-disant violée par Devers, et Ouais. dont le petit rire improvisé dans la station essence quand Devers lui dit déjà bébé, j'étais un bébé indifférent, ou enfin bref, et que tu sais qu'elle se met à glousser comme ça, moi ça m'aura fait fantasmer depuis 15 ans, ça me fait fantasmer. Les fantasmes de Meryl, station-service dans Coup de tête. Très bien. Voilà, donc on va dire, Meryl, on peut dire, c'est une des plus grandes comédies françaises des années 70, on va dire ça. Bah moi, franchement, dans mon classement, je crois même que je le mets juste au-dessus. Je le mets, allez, on va dire juste au-dessus des bronzés et juste en dessous de la chèvre. Je pouvais pas finir en parlant de Coup de tête sans qu'on Ouais. écoute le thème musical Tu de m'étonnes. Pierre Bachelet, qui est quand même extraordinaire. On en écoute tout de suite un petit extrait. Et donc voilà, Coup de tête numéro 3 de ce top. Bon voilà, c'est un film culte, mais j'ai l'impression que c'est un film qui est culte pour tout le monde en fait, parce qu'à chaque fois que j'en ai parlé avec des gens, tout le monde adore, que ce soit femme, homme, vieux, jeune. Voilà, c'est un film qui fait l'unanimité. Et voilà, donc Coup de tête, il n'y a pas besoin de beaucoup le défendre. C'est un film génialement dialogué, génialement joué. Ah, Le puis, rythme est super, le fond, on va dire le sous-texte du film est quand même génial. Et puis, on se dit en plus que la nature humaine est quand même bien pourrave, quoi. Ça montre bien plein de choses sur la nature humaine, c'est très très bien. non, puis en plus, c'est un feel-good movie à fond. Hein. Le sujet aurait pu être grave, mais non, c'est vraiment, c'est une comédie populaire en plus. Hein. Tout à fait. Ça a été un succès d'ailleurs, hein. Ouais, Ça a ouais, été un ouais. grand succès. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le plus grand succès, bon, on va dire avec Patrick Devers en tête d'affiche. Je pense que c'est son plus gros succès populaire. Voilà. Et on se dit, quel dommage qu'il ait eu une vie comme ça, qu'il ait eu une fin, un destin comme ça, parce qu'il aurait été tellement génial voilà, dans plein de films comme ça, un peu à la coup de tête. Il aurait eu une carrière géniale, mais bon, Ah, puis personne ne l'a remplacé en tout cas. voilà, c'est ouais, ce que j'allais dire. C'est quelqu'un qui manque, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres Patrick Devers. Hein. Exactement. Alors là, on va passer à beaucoup plus populaire, en tout cas qui est devenu beaucoup plus populaire avec le temps. Numéro 2, Les Bronzés font du ski. Donc la suite des Bronzés dont on a déjà parlé, un classique de la comédie française qui est passé 1200 fois sur TF1 à 20h30. Tout le monde a vu au moins Les Bronzés ou Les Bronzés font du ski au moins une fois dans sa vie, voire deux, voire trois, voire quatre. Moi, j'ai dû le voir 20 fois. On va démarrer avec toi, Paul. Mérite, tu veux peut-être pitcher Les Bronzés font du ski juste avant que Paul donne son avis? Ouais, alors rapide, un an après, le comte et les bronzés récidivent, sauf qu'ils passent de la plage aux montagnes, avec un petit peu les mêmes personnages, sauf que là, bon, les couples sont un petit peu plus formés, on va dire. Il y a, à part Popeye qui est encore en pleine désillusion amoureuse, et puis Jean-Claude Duss, Et Jean-Claude Duss. national, qui est à deux doigts de conclure toutes les 10 minutes. Ce qu'on peut dire par rapport au premier, c'est que dans le premier, bon, ils ont tous des traits de caractère quand même assez négatifs. C'est soit des beaufs, soit des méchants, soit des envieux. Enfin bref, là, c'est x10, là, quand même. Là, c'est Ouais, poussé, ils ont poussé les curseurs. C'est tous des vrais cons, chacun dans leur domaine. ok. Paul, dis-nous ton avis sur les bronzés font du ski. C'est le deuxième meilleur de la trilogie après le 3. Non. C'est pas difficile en même temps. Non, en vrai, il est super drôle et effectivement, ça doit faire 10 ou 15 fois que je le regarde. Alors, je regarde avec quelqu'un qui ne l'avait jamais vu. Et donc, ouais, donc, là, moi, je pleure toujours de rire à la scène de fin où ils se font offrir Dans de le la refuge. liqueur là, ouais, dans le refuge, Ouais. 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 Où ils boivent la liqueur, mais c'est vrai que c'est tellement drôle de voir leur réaction, leur jeu. Enfin, moi, je pleure de rire vraiment. Donc, c'est très cool, quoi. Après, c'est une succession de sketchs, hein, c'est pas, voilà, Ouais. mais c'est. Celui-là, à la différence du premier, il est vraiment pensé pour être avec plus de rythme au niveau d'humour. Ouais, il est vraiment pensé pour faire rire beaucoup plus les spectateurs. Et d'ailleurs, il n'y a que Clavier, Junio, l'ermite qui se sont mis à l'écriture. Tout à fait. Mais justement, Paul, tu disais, je l'ai fait découvrir à quelqu'un qui ne l'avait jamais vu. Qu'est-ce qu'en a pensé cette personne? Elle a bien aimé, évidemment. Enfin, elle a ri de bon cœur. Non, elle a bien aimé. Parce que moi, je me dis toujours, tu sais, c'est des films qu'on a vus, bah, je pense tous un peu gamins, tu vois, et on a des souvenirs d'enfance et tout ça. Mais moi, c'est vrai que c'est un film, contrairement à d'autres comédies comme ça qui, je trouve, vieillissent très mal, là, c'est parfait, quoi. Tout avant de donner la parole à Meryl, moi, ce que je trouve, encore une fois, je le dis dans beaucoup de podcasts ces derniers temps, mais Christian Clavier, hein, là-dedans, je trouve qu'il est génialissime dans ce rôle de connard, sûr de lui, arrogant, avec sa petite mèche, là, parfait. Il donnait de son corps un peu Clavier, enfin ce qu'il fait plus trop aujourd'hui, mais il était tout sautillant, tout Ouais. fringant et il Bah avait une oui, présence carrément. physique bien plus importante qu'aujourd'hui. Mais totalement, quand tu le vois skier et tout, tu te dis, putain, le mec est affûté, quoi. Il est en forme. Bon, aujourd'hui, on dirait un peu le sosie de Sarkozy qui a bouffé Hollande, quoi. C'est un peu le truc. Mais du coup, il y a les autres acteurs. Bon, Junio, là, il commence à faire son rôle où il hurle tout le temps. Ça a été une grande caractéristique de ces années 80. Balasco dans le rôle de la beauf un peu aigrie de la vie. Bon, l'ermite, moi, il me régale là-dedans, le loser. Ouais. Voilà, il y a cette scène où il dort dans le lit avec Michel Blanc à l'hôtel et Claude vient ouvrir les rideaux et qui fait la lumière. Et comme tu le dis, Paul, la scène de fin, c'est vrai que c'est un truc, ça fait partie, je pense, des 10 scènes les plus drôles du cinéma français, quoi. C'est extraordinaire. D'ailleurs, on voit
Je pense qu'ils l'ont tourné 1 ou 2 fois et on voit qu'ils se marrent réellement. Qu'à un moment, ils se cachent le visage tellement ils sont écroulés de rire. Que dire, Meryl, sur Les Bronzés font du ski? C'est un film on en a tellement tout dit qu'on ne sait plus quoi dire. Ouais. Moi qui suis le plus vieux, c'est un film que j'ai vu avec au moins 3 générations d'amis qui l'avaient pas encore vu, tu vois. Et à chaque fois, c'est un film qui fait l'unanimité, hein. En le regardant, ça vieillit pas. Et les vannes, elles font toujours mouche. Bah Alors, ouais, parce que c'est méchant en fait. ouais, c'est ça, ouais. Mais alors après, Mm. à savoir si c'est générationnel, tu sais, et que... bon, après, Paul nous a dit que c'était une personne qui était beaucoup plus jeune ou qui l'a vu... Non, on a le même âge, D'accord. la trentaine, quoi. Tu vois, je sais pas si dans 20 ans ça fonctionnera autant, mais en tout cas, c'est vrai que ça n'a pas perdu de sa superbe. Et puis, Carrément. on peut aussi noter, comme dans Coup de tête, hein, Pierre Bachelet qui fait le thème qui est un thème... Enfin, c'est un film drôle, mais le thème est génial, il colle pile poil avec le film, hein. Moi, Puis, je peux plus me le blairer ce thème. On l'a tellement entendu, tu sais, ouais. en reprise, Ah dans ouais, des ouais. boîtes de nuit et tout, je ne supporte plus. Ouais, mais tu sais qu'il fallait le sortir, un truc comme ça. Déjà, faire une musique pour un film comme ça doit pas être facile. Mais l'autre, il te sort un truc drôle. Rien qu'à l'écoute, c'est drôle. Enfin voilà, ça colle vraiment pile poil au film. Il y a un morceau d'ailleurs dans la BO des Bronzés font du ski qui est signé Bachelet intégralement, qui est un morceau génial, qui est d'ailleurs souvent cité par des mecs de la musique électronique comme Sébastien Tellier ou tu vois, des mecs comme ça, ou Quentin Dupieux. Et en fait, c'est un morceau très électro où c'est dans une scène, je pense, où ils cherchent le refuge et la musique est ouf. On peut en écouter un extrait, je ne me rappelle plus du nom, mais on va le retrouver. Aucune scène en creux. Dans le 1, il y a plus de scènes un peu de tendresse, on va dire, ou de rapport humain entre les personnages. Là, c'est du gag, du gag, du gag. Ça passe des Italiens qui baissent dans le chalet à la crêpe au sucre, à le vieux qui met son fil. D'ailleurs, le vieux Maurice Chevy, moi, je suis Ouais. totalement fan de ce gars. Quelqu'un veut Euh, mon Bordeaux? mais la tête qu'il a quand il rit de sa blague et qu'il voit que ça fait rire personne, voilà, je m'en lasse pas. En fait, c'est que des scènes géniales, quoi. Ouais, et pourtant, les prolos en ski, ça marche pas plus au box-office qu'au Club Med. Parce que bon, ça fait un peu plus d'1 million, donc c'est quand même suffisant, hein. Mais c'est Ouais. incroyable, c'est un truc qui aurait dû avoir un succès limite comme les ch'tis, ou tu vois quoi. 10 millions d'entrées, le Ouais, 3. ouais. Qui l'a vu au cinéma ici? Moi. Ouais, moi Le aussi. 3? Ouais, Ouais. le 3, ouais. J'ai dû le voir au cinéma aussi, ouais. Bah, vous voyez, Ouais. en fait, on a fait un acte enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, comme j'avais pas ni vu ni le premier ni le deuxième, et je les ai tellement regardés à la télévision, etc., et je les aime tellement, je les adore tellement que voilà, j'ai participé, je suis allé voir le 3 qui est une catastrophe, faut bien le dire. Avec cette histoire d'une bête qui agresse des gens. Enfin, on comprend pas le délire, on sait pas ce qu'ils ont voulu faire, quoi. Oh, puis Michel Blanc, moi, il m'a fait mal là-dedans. Mais il fait très mal. Mais là, c'est vrai qu'il est. Bah, c'est son rôle culte, hein, Jean-Claude Ouais. Duss dans Les Bronzés font du ski. Bon, voilà. Et je pense que le mec, d'ailleurs, on a dû l'appeler Jean-Claude Duss pendant 30 ans derrière. Ça a dû être un peu un enfer. C'est Tu pour ça qu'il s'est m'étonnes. rasé la moustache et rasé les cheveux. C'est un classique. Voilà, Les Bronzés font du ski. C'est un peu à l'image de Coup de tête. Bon, même si c'est beaucoup plus comédie pure. Et on s'en lasse pas. Ça peut être rediffusé 250 fois. On prendra toujours autant de plaisir. On peut conclure là-dessus. Complètement. Et on va conclure ce top 1979 avec le numéro 1. Alors, c'est un petit peu particulier, hein, ce numéro 1. C'est Flic ou Voyou, un film de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo. Alors, on enregistre ce podcast le 12 septembre 2021. Donc, Bébel nous a quittés lundi, donc le 6 septembre. Moi, je vous avoue que je devais le revoir pour le podcast Flic ou Voyou, même si je l'ai vu 350 fois. Et je suis tellement fan de Bébel que j'arrive même pas à regarder des films. Je suis encore dans le deuil, ce qui peut faire bizarre, mais en tout cas, j'ai du mal à regarder de ces films. Donc, je vais vous laisser en parler. Ce qu'on peut dire, Meryl, de prime abord, c'est que le générique de Un César pour Meryl, c'est la musique de Flic ou Voyou. Exactement, c'est la géniale musique de Flic ou Voyou, ouais. Après, Signé Philippe Sard. tout à fait, qu'on va pas réécouter vu qu'on l'entend déjà au début. Exactement. Voilà. Après, moi, je suis un peu embêté parce que depuis le début, pratiquement, je dis que du mal des films de Bébel, il faut bien reconnaître. Non, tu dis pas que du mal. Disons que moi, je suis tellement fan et tellement dans l'exagération positive que toi, tu es un peu plus en nuance, on va dire ça comme ça. C'est en nuance, et puis c'est surtout que, tu sais, j'attends le professionnel avec impatience parce que j'espère qu'enfin je vais goûter au Bébel de ma jeunesse. En fait, je crois que c'est ça qui me déçoit à chaque fois parce que bon, c'est pas, les films ne sont pas horribles non plus, hein, mais à chaque fois que ce soit dans le magnifique. Bon, après, voilà, il y a eu Peur sur la ville, il y a des films que j'adore, hein, mais il y a eu quand même plein de comédies comme ça où on a ce fameux Bébel un petit peu toc toc tagada, etc., qui moi m'ennuie un petit peu. Et je crois que je suis à la recherche de ce Bébel-là de ma jeunesse où, avec les cascades, où tu avais envie d'être Bébel, quoi. J'espère fortement que le professionnel, ça va être la bonne. Toi, tu as adoré, oui, Peur sur la ville, tu as adoré. Tu as Ah adoré oui, Le corps de mon ennemi oui, aussi. ouais, ouais.
Moi, j'étais Voilà les films où il est sérieux. Ouais, un sage en hiver. Enfin, je sais Ouais. pas si pour l'instant mon préféré. Là où moi, Bébel, il est incroyable, c'est un singe en hiver. Ouais. On va dire que c'est son, peut-être pas début de Bébel, mais en tout cas, c'est vrai qu'il en fait des caisses. Là-dedans, il y a notamment une scène dans un bar nocturne avec des escortes, où alors là, c'est un festival, c'est un one-man show, où il en fait dans tous les sens avec des gestes, avec les paroles et tout ce machin. Moi, je suis complètement fan, hein. C'est un des premiers que j'ai vu en plus, Flic ou Voyou. J'avais vu L'As des As à 6 ans et j'ai dû voir celui-là à 7 ans. Et voilà, c'est un film culte. J'aurais même pu dire pourquoi. Voilà, c'est un film qui me transporte aussi bien au niveau de la musique que de la réalisation que des acteurs actuels. Michel Beaune, qui joue le patron du bar, Ouais. Charles Gérard, voilà, c'est Jean-François Belmer. Bon, voilà, c'est tout ce que j'aime. On va demander à Paul, qui n'est pas non plus un spécialiste, un bébélophile. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Là, j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, ça tombe bien. Je suis d'accord avec, avec ton avis, César. C'est hyper rythmé. T'accroches direct, t'as envie de suivre le film. Le personnage est hyper. Belmondo joue effectivement très très bien. C'est ça qu'il joue. Il surjoue peut-être un peu, mais je sais pas. Ah, merci, 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 merci. Non, Bah, mais déjà, non, il a mais une c'est l'essence présence. de Belmondo de Bien sûr, surjouer. mais ça marche bien. Et en plus, c'est super bien écrit. Mais moi, j'adore ces dialogues-là. Enfin, c'est un peu comme Buffet Fro aussi. C'est très très bien écrit, donc ça aide à accrocher sans problème. Michel Audiard, hein, au Euh, dialogue. Ouais, ouais, comme beaucoup. Hein, ouais. Bah ouais, comme souvent, ouais, comme souvent. ouais, j'avais vu un Saint-Jean en hiver justement il y a pas très très longtemps et donc je commence à découvrir un peu cet univers-là et c'est vrai que c'est très bon. Le film s'ouvre sur un meurtre et donc on va ensuite suivre le personnage de Jean-Paul Belmondo qui s'appelle je sais plus Stan Borowitz. Stan Borowitz, c'est ça Ouais. et on ne sait pas bien si c'est un gangster qui cherche à éliminer la concurrence ou si c'est un flic. En fait, c'est un flic et donc il remonte. Il mène l'enquête autour du meurtre du commissaire au début du film. Et son but, c'est de faire tomber les deux chefs de cartel, quoi, en gros, de la région. Ça se passe à Nice, enfin en tout cas, ouais, sur la côte d'Azur. Meryl ou Paul, vous voulez enchaîner? Allez-y, je Ouais, vous, je vous en prie. Paul, tu disais un petit peu de surjeu. Moi, je trouve qu'il n'y a pas que Bébel d'ailleurs. Et à la différence des anciens, je trouve que. Alors, ça fait toujours plaisir de voir Galabru qui en fait quand même des caisses, mais Marie Laforêt est complètement à côté de la blague pour moi. Je sais pas ce que Oh, vous non, en moi je la pensez, trouve mais. géniale. Oh Je là la là. trouve géniale. Moi, je la trouve. Enfin, bref. Moi, c'est la jeune, c'est celle qui joue sa fille, la fille de Belmondo, qui m'a un peu saoulé. Julie Jézéquel. Ouais, Ouais, ouais. bah, je trouvais, j'y croyais pas, quoi. Marie Laforêt en Edmond de Rostand, je suis fan, hein. Tu sais quoi, même Bébel, moi, il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y croyait pas lui-même. Qui se disait, oula, putain, je fais Ah, peut-être sa un peu fille? trop de Bébel, quoi. Ouais, à son rôle même, tu vois, sa façon de Ah non, jouer, ok, etc. pardon, d'accord. Ouais. Ah, je pense que tu te plantes, Meryl, si je peux me permettre, hein. Mais en fait, là, je pense que bon, sa popularité au summum, il a fait Peur sur la ville avant, qui a été un immense carton. Il a fait le magnifique immense carton. Et là, en fait, il se lâche totalement. Et en fait, c'est là où il a pris le plus de plaisir. C'est lui-même qui le disait à l'époque, hein, sur un film comme Flic ou Voyou. Ouais. En fait, il est en roue libre totale et en fait, il s'éclate, quoi. Il est avec Ouais. son pote Georges Lautner à la réal, Michel Audiard qui lui fait des dialogues taillés sur mesure. En fait, lui, voilà, c'est son plaisir total, quoi. Ah oui, non, mais par contre, je suis d'accord avec toi, parce que c'est reconnu comme un de ses meilleurs, en plus, hein, ce film-là. Après, moi, il y a mention spéciale à Castelli, quand même, parce que si je me trompe pas, il n'est pas doublé par un cascadeur pendant la course de bagnole. C'est vrai. Et franchement, il devait pas faire le fier dans ce passage. Et puis, Quand tu parles du passage de l'auto-école. oui, c'est ça, ouais. Bah, enfin, voilà, il roule un petit peu vite, quand même, le Bébel, Bah, avec l'autre à puis il côté. roule en R5 en marche arrière dans des escaliers, ouais, c'est Oui, pas voilà, banal. ouais, donc fallait le faire quand même. Qui Castelli qui lui dit c'était rouge. Enfin, voilà, c'est magnifique. Ouais, Elle est ouais, non, magnifique mais cette scène. je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, ouais, et puis le super thème de Sartre, qui est Extraordinaire. indissociable du film. Ouais, bon, tu vois, moi, je me rappelais, je l'avais vu, hein, c'est sûr. Je me rappelais pas trop du film, mais bon, le thème, il n'y a pas de problème, je le reconnaissais tout de suite. Et puis, alors, il y a un truc qui m'a fait un peu paniquer, mais qui m'a étonné, c'est l'affiche finalement, parce que je me demande si c'est pas Bébel qui est plutôt dans sortie de Borsalino plutôt que de. C'est une image de Borsalino, ouais, tout Ah à ouais, fait. d'accord. Ah bah, tu vois, j'avais noté Ouais, ça juste comme ça, mais ouais, c'est vraiment une image de Borsalino alors. ouais. En fait, ça a été pris pour l'affiche et c'est devenu l'image un peu culte, hein, Belmondo. D'ailleurs, tu m'as offert Ouais, un t-shirt avec cette image, Meryl. c'est vrai, tout à En fait. fait, bah ouais, c'est une image de Borsalino qui a été impactée, enfin, qui a été mise sur l'affiche de Flic ou Voyou et voilà, c'est resté comme ça. Et ça s'appelait, je crois, le commissaire de la mer à la base, Flic ou Voyou. Ah, ouais, ils ont bien fait changer de titre alors. Voilà. Il y a une Effectivement, ouais. réplique, une réplique que j'adore, qui est dite par Charles Gérard, cet acteur incroyable qui joue son pote dans le film. Il lui présente les deux méchants. Vous vous rappelez Ray et Massa, vous vous rappelez des deux personnages?
Ouais. Et il lui dit, celui qui a des lunettes, c'est Ray, le plus dangereux, c'est Ray, le plus con, c'est Ray, l'autre, c'est Massa. Ça, je trouve ça magnifique. Après, Michel Gérard, enfin, tu peux même dire le pote de pratiquement tous les films de Bébel. Bah, c'était son meilleur ami dans la vie, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était une relation assez longue. Et d'ailleurs, certains disent que depuis le décès de Charles Gérard, c'était il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises, ça a beaucoup affaibli Belmondo et que, bon, voilà, en fait, ça l'a un peu plus amené vers la fin. Ouais. On peut dire ça comme ça. Que dire d'autre? Bah oui, moi, bon, forcément un petit hommage. Donc il est décédé le 6 septembre, on est le 12. Meryl, on en a énormément parlé. Alors certes, tu as dit que toi, tu étais moins fan, mais si tu devais dire quelques phrases sur Belmondo, voilà, pour toi, qu'est-ce que c'est Belmondo? On va lui rendre hommage à la fin de ce podcast. C'est clair que c'est le meilleur acteur français. C'est le meilleur acteur français de l'époque où il y avait soi-disant, tu sais, que lui et Delon en haut de l'affiche. Après, tu sais ce que moi Ouais. j'en pense, hein, même si faut reconnaître, je le reconnais encore une fois, il y a plein de films de Bébel où je me suis un peu ennuyé. Voilà, j'ai quand même le Bébel que j'aime est intact en moi et ça restera quand même le meilleur acteur français au moins des 70-80. Ça, c'est sans souci. Et c'est un acteur qui va manquer énormément parce que c'est tellement un modèle pour plein d'acteurs d'aujourd'hui que personne ne pourra prendre la place qu'il avait. Paul, toi qui es moins familier de sa filmographie, qu'est-ce que tu aurais à dire sur Jean-Paul Belmondo? Que ça a l'air d'être quelqu'un de très bien, au-delà du grand acteur. Ça a l'air Ouais. d'être vraiment un homme apprécié par l'ensemble des gens avec qui il a bossé, enfin qui l'ont connu. Ouais. Et donc, effectivement, ça fait un vide. Bon, alors moi, Mais je vais me c'est répondre un peu. Je vais me répondre 2-3 minutes sur lui. Mais quelques anecdotes. Donc, moi, je suis fan depuis que j'ai 6 ans. Une petite anecdote très simple, mais on va au théâtre avec mes parents le voir dans les années 90. Et c'est la dernière représentation de la pièce. Donc, c'est sa dernière pièce, d'ailleurs, sur scène. Il ne remontera plus sur scène après, parce qu'il aura un AVC, je crois, un an après. Et il y a eu une standing ovation. Alors, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'était marqué à l'époque dans les magazines qui avaient relaté le truc de 3 quarts d'heure. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, une standing ovation de 45 minutes, c'était incroyable. Tu n'avais plus de main, quoi. Tu ne sentais plus tes mains ni tes jambes. C'était fou. Et mes parents avaient voulu me faire un super cadeau. Donc, ils m'avaient acheté, j'étais avec eux, des places au deuxième rang. Et on était à côté de Paul Belmondo, donc le fils de Jean-Paul, qui était lui-même avec sa femme et avec de la famille à lui. Et en fait, on voyait que ces gens-là étaient des gens très simples. Ils parlaient très simplement. Voilà, mais c'est ça, c'est un peu ce que tu disais, Paul. C'était un mec très bien et qui a eu une famille qu'il a élevée très bien, qui a eu que des rapports très positifs avec les gens avec lesquels il a bossé. C'est quand même plus trop le cas aujourd'hui des grandes stars qui sont un peu plus compliquées. Et voilà, et moi j'avais eu la chance juste après, parce que mon père m'avait dit, il faut absolument que tu le vois. Et donc on avait été à la réception qu'il donnait pour la fin de la pièce, et on était barrés parce qu'on n'était pas invités. Et mon père avait distrait le mec de la sécurité pour que j'aille le voir, donc j'avais pu l'aborder. Je m'étais fait la scène 15 fois dans ma tête avant en me disant, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Et là, plus un mot ne sort, là, t'as la bouche coupée. Et en fait, il avait juste signé mon bouquin, et moi j'avais tremblé. Et puis voilà. Je voulais juste dire un truc aussi par rapport au fait qu'il il a arrêté de tourner en 2000, hein, parce que donc il a eu son AVC en 2000 et qu'il l'a laissé très affaibli. Donc ça fait 20 ans qu'il était très affaibli. Il a tourné malheureusement un film très très mauvais qui s'appelle Un homme et son chien, qu'il n'aurait jamais dû faire, je pense. Et j'ai entendu beaucoup de gens, suite à sa disparition, dire quel dommage qu'il n'ait pas croisé le fer sur grand écran avec des Dujardin, des Gilles Lelouch, des Guillaume Canet. Ouais. Et en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve ça très bien qu'en fait, sa filmographie soit une espèce de bulle temporelle qui s'arrête, on va dire, au début des années 90. Et en fait, voilà, c'est une capsule temporelle. Ça a démarré mi-années 50, ça se finit début 90. Et ça restera comme ça avec tous ces acteurs, sa bande, Charles Gérard, Michel Beaune, Pierre Vernier, Bruno Kremer, voilà, tous ces acteurs-là, Marie Laforêt. Il y aura eu ses compositeurs, Philippe Sard, François de Roubaix, Ennio Morricone. Il y aura eu ses réalisateurs, Lautner, Verneuil, De Broca. Et puis voilà, il n'aura pas fait le film de merde où il va jouer un rôle de vieux un peu à côté de la plaque. Moi, je me suis dit, en fait, c'est très bien que voilà, sa filmographie se soit arrêtée là. Et il a néanmoins vécu 20 ans de plus. Et voilà, donc c'était mon idole. Et du coup, on va y revenir malgré tout souvent, parce qu'il a tourné encore pas mal de films, Meryl. Donc Ouais, on ouais. reviendra sur sa filmographie souvent. Après, Voilà. de toute façon, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, c'est pas un acteur que tu as envie de voir diminuer à l'écran. Tu as envie de garder, Exactement. t'as envie de garder le Bébel que tu as dans la tête intact. Ouais, d'ailleurs, la scène dans Flic au Voyou, pour faire un pont avec le film, quand il est sur l'espèce de tas de sable et qu'il se chope Ouais. la tyrolienne, là, Ouais, bon, ouais. voilà, c'est un truc. Moi, quand j'étais gamin, je rêvais de faire ça, je me serais pété le bras, je pense. Tu m'étonnes. pas que le Mais bras, je voilà. pense pas. Si vous adhérez à Flic au Voyou, vous adhérez au reste. Si c'est pas trop le cas,
vous pouvez vous reporter comme Meryl sur des films plus sérieux où il est plus, voilà, il est plus en dedans, il est moins bébelle, on va dire ça comme ça. Et ben voilà, donc on a fini là-dessus. On finit sur cet hommage à Bébel avec Flic ou Voyou en numéro 1. Je vais rappeler le top, Flic ou Voyou, Les Bronzés font du ski, Coup de tête, Icom Icar, Voyage au bout de l'enfer, Cause toujours tu m'intéresses, Les héros n'ont pas faux aux oreilles. On vous a également parlé dans les films à voir de Superman, de Richard Donner, de Alien, de Ridley Scott et de Apocalypse Now de Coppola. Et donc aussi dans la première liste, il y avait L'évadé d'Alcatraz, Fantasme, Série Noire, La Dérobade, Mad Max, Les Chiens, Buffet froid, Le Pullover rouge et Le Maître nageur. Et ben voilà, Paul, c'était ta première. Comment tu t'es senti? Eh ben voilà, j'étais un peu impressionné d'être avec vous, deux grands cinéphiles qui connaissent leur sujet. Mais c'était chouette, c'était hyper intéressant. Et effectivement, il y a des films que j'aurais jamais regardé de ma propre initiative, hein, Les Chiens ou La Dérobade. C'est un cinéma que je ne connaissais pas et je suis content d'avoir l'occasion de les voir. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous, Paul. Peut-être à une prochaine fois, si Ah le ben, cœur t'en dit. ouais, Ce sera avec plaisir. avec plaisir qu'on t'accueillera. Meryl, parfait comme d'habitude. Merci César, c'est très gentil. Ouais, Paul, on est bien content de t'accueillir dans ce podcast. C'était très très bien. Et mais Bah ouais, c'était cool. deux grands cinéphiles, non, il y a un grand cinéphile et puis voilà, j'ai certainement vu plus de films que toi parce que je suis plus vieux, mais pas La Dérobade et puis pas tous les. J'ai aussi découvert plein de films grâce à ce podcast. Je découvre toujours plein de films grâce à ce podcast en tout cas. Et c'est pas fini, là, il nous reste 41 ans à faire. Donc t'imagines, on a 41 podcasts encore à sortir. On a du boulot, on a du boulot. Ben, merci à tous les deux en tout cas. On se retrouve donc très bientôt pour 1980. On va démarrer la décennie 80 très bientôt dans Un César pour Meryl. Salut à tous les deux. Salut César, Ouais, salut Paul. salut. Cinema.